Faut le mettre au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi, c'est Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'1 heure d'émission et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 23e de la saison ce soir, 23, comme le nombre de postes auxquels aura évolué Gerson d'ici la fin de saison, puisqu'on l'a vu central gauche dimanche, après l'avoir vu déjà sentinelle, relayeur, numéro 10, faux 9, milieu gauche, piston gauche, kiné, cuisinier, community manager, agent d'entretien et même à la sécurité au portail de la commanderie. Superbe polyvalence, bravo Gerson et bravo Georges aussi, quel flair. Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef, dont les occupations ne cesseront jamais de nous surprendre, lui qui aime par exemple passer du temps devant des best-of de la version américaine d'une famille en or, présentée par le grand, l'immense Steve Harvey. Bonsoir Idriss. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Écoutez, chacun vit sa vie comme il l'entend. Hein. Faut savoir que des fois on reçoit... Je reçois dans des conversations des photos d'Idriss, enfin des captures d'écran à 2-3 heures du matin et il regarde une famille en or américaine. Il me dit je me régale. C'est incroyable. Ah, sérieux, c'est vrai ça? Je te Là, jure. je te jure que c'est vrai. Et des fois il envoie juste sa capture d'écran. Il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Voilà, Juste, ça qui regarde fait. l'image, rien que l'image est marrante. Ça suffit. Si tu vas remettre génie de ce monde, putain. Mais franchement, je le conseille à tout le monde, les vidéos sur YouTube. Après, Steve Harvey est drôle. Il n'y a pas besoin d'être Shakespeare pour comprendre ce qui se passe, mais pour comprendre l'anglais, mais c'est incroyable. Ne ratez pas ça. Avec nous également, vous l'avez entendu, celui qui fait son retour après s'être perdu dans un train quelque part en France la semaine dernière. Bonsoir Merwan. Bonsoir à tous les amis. Là, je suis toujours sous le choc des activités nocturnes d'Idriss Kasmi, donc je vais prendre quelques minutes pour m'en remettre, mais très content de vous retrouver. S'il n'y avait que ça, franchement. Ah, franchement, ouais, s'il n'y avait que ça. Je peux faire bien pire. Et ça encore, c'est soft. Hein. Ouais, franchement, ouais, des fois, il y a des trucs de ouf. Avec des japonais et tout, laisse tomber. Bref. On salue Amaïs qui n'est pas là ce soir, mais qui sera de retour la semaine prochaine pour une émission dont on vous parle depuis plusieurs semaines, puisque ce sera le début de notre flop 30, le top 30 des joueurs les plus éclatés au sol du 21e siècle à l'OM. Ouais, mais... on a fait les plus grands, là, il faut qu'on passe aux plus mauvais. Hein. Avec le match qu'on a vu dimanche, on s'était dit qu'il fallait décaler un peu, parce que là, il faut qu'on en parle. Ouais, il n'a pas joué, Balerdi. On va en parler, je pense, de Balerdi dans cette émission. Il y a plusieurs joueurs qui vont y passer, je pense. Oui, il y a plusieurs joueurs qui vont y passer. Mais avant de parler des flop 30, etc., place à l'émission de ce soir. Et quelle émission, puisqu'on est accompagné d'un invité de marque qui était déjà venu nous voir la saison dernière, la plus belle chevelure de France derrière Matteo Guendouzi, qui aimerait passer le reste de sa vie à manger des biscuits Bayoki devant des matchs de TJ Savanier. C'est simplement Edou qui est avec nous ce soir. Salut Edou. Salut à tous, merci pour l'invitation. Là, je suis en train de manger des carottes. Ah, donc, c'est moins sexy que les Bayoki quand même. Mais c'est un peu le thème de la soirée, vu qu'on va parler de Sampaoli. On nous en a mis une belle et une grosse. Donc voilà. Merci d'être avec nous, Edou, en tout cas. Alors, tu le disais, on t'avait reçu il y a quasiment un an, jour pour jour. C'était début mars 2021. C'était à la signature de Sampaoli. Ouais, c'est ça. C'était peu après l'officialisation de l'arrivée de Sampaoli à l'OM. Alors, tout était beau, tout était rose. Le printemps arrivait. On était optimiste à l'époque. Voilà, on était optimiste. On s'imaginait déjà meilleure attaque et pire défense de Ligue 1 avec une équipe de folie, un vélodrome en fusion. On était si naïfs. Le temps a bien changé. Tu sais, même si on a quand même eu un peu de plaisir sur quelques matchs cette saison, il faut le dire. Mais... Non, j'ai écouté l'émission tout à l'heure, parce qu'on prépare un peu ce qui se passe. Et en vrai, on n'avait pas prévu, parce qu'on n'a pas prédit, on n'est pas des voyants, mais on avait parlé de certains points dont on va parler dans cette émission-là, je vous conseille. Edou avait un peu prévenu sur le pragmatisme parfois trop présent de notre ami Sampaoli. Et puis aussi la culture du doute, c'est Sampaoli, c'est que d'une semaine à l'autre, ce qu'on prend des fois pour du pragmatisme, c'est juste que le mec doute de ce qu'il fait et que du coup il remet tout en question, mais on va en parler pendant l'émission. Tout à fait. C'est presque psychiatrique là. Ouais. Sachez qu'on a failli appeler cette émission le schizophrène argentin, hein, mais bon, on en restera à l'instabilité de Georges Sampaoli, c'est bien. Vous l'avez compris, du coup, on va consacrer cet épisode au coach de l'OM et faire un premier bilan de son aventure à l'OM après un an en poste. Pourquoi son équipe n'est pas aussi enthousiasmante qu'on l'attendait, pourquoi aussi peu de certitudes, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, bref, on va essayer de décrypter tout ça. On va essayer d'analyser du mieux possible cette année de Sampaoli à l'OM et notamment ces derniers mois qui sont un peu plus compliqués, on va en parler. En tout cas, c'est un programme très chargé qui nous attend, donc sans plus tarder, passe ton ballon, saison 2, épisode 23, c'est parti, Idriss, jingle.
Georges Sampaoli, on va ouvrir le dossier. Alors, il est ouvert depuis un petit moment chez certaines personnes, mais bon, on va en parler plus en longueur ce soir. On en a déjà beaucoup parlé cette année dans l'émission, mais là, ce soir, on lui consacre une émission entière. Et on va en parler avec celui qui nous l'avait vendu, qui nous l'avait bien décrit dans une émission qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs, que vous pouvez réécouter. Il est à l'écoute encore sur toutes les plateformes de podcast, puisqu'Edo est avec nous. Et Edo, pour lancer le débat, j'ai une question à te poser là, qui va lancer les hostilités. Est-ce que Georges est finito? Est-ce que Georges est finito? Moi, honnêtement, j'ai un peu, comment dirais-je, sans être trop définitif, moi, le Classico, ça a été déjà pour moi un premier tournant majeur. Même si mon avis se nuance, en fait, on approfondira un peu plus tard, mais mon avis a plusieurs nuances. Mais c'est vrai que le Classico, pour moi, ça a été un peu le début de la fin en termes d'espoir, on va dire. Parce que pour moi, ce match a été une honte absolue. Pas forcément sur le contenu, parce que ça, c'est secondaire à mon sens quand tu joues le Paris Saint-Germain. C'est pas la caractéristique principale qui compte. Mais au niveau des ambitions, tout simplement, tu joues une équipe, le PSG, qui n'a jamais été aussi faible collectivement depuis 10 ans. Tu te retrouves à 11 contre 10. Et tu passes le match à attendre la fin en ayant peur d'encaisser. Et tu es plus proche d'encaisser un but, même d'être mis en danger, que de créer du danger. Et à partir de ce match-là, je me suis dit, bon, c'est pas... ce qui nous attend n'est pas réjouissant. Déjà que j'avais certains doutes par rapport à son discours depuis qu'il est arrivé à l'OM, où il est obsédé par l'équilibre, obsédé par le contrôle, obsédé par les transitions défensives. Ça m'avait déjà déplu, inquiété, mais ce match-là, ça a été la goutte d'eau, même si, je vais le nuancer, je me rappelle que Rongier, après ce match, à la sortie du match, ou peut-être dans la conférence de presse qui avait suivi, il avait dit, sur ce match-là, on n'a pas écouté, entre guillemets, ce que voulait Sampaoli, parce que sur le terrain, on a senti qu'on n'avait pas la capacité de faire ce qu'il voulait, d'être plus entreprenant, et c'est pour ça qu'on avait géré. Et ça, je pense que c'est un point dont on va parler plus tard, la question des joueurs en eux-mêmes. On salue Laure Kérésite qui est là, bonsoir. Il nous dit Edu, on est fan, donc t'as déjà des fans. Hein. Et Ezio nous dit Edu, fais pas le timide, balance ce que tu as sur le cœur. Bon, je pense que ça viendra. Salut Greg Teacher aussi qui est là. N'hésitez pas à réagir dans le chat, on lira vos réactions. Les gars, pour commencer simplement, on va prendre du recul, pas forcément parler de ce qui s'est passé ces dernières semaines, mais plus tirer un bilan de la première année de Sampaoli à l'OM, puisqu'on le disait en introduction, ça fait maintenant à peu près 1 an qu'il est au club. Les gars, si je vous demandais de tirer un premier bilan, alors même si la saison n'est pas terminée et que la fin de saison va beaucoup déterminer ce qu'on pourrait penser de lui, mais sur le jeu, sur ce qu'on a vu à l'OM, sur même un petit peu les résultats, quel bilan vous tireriez, les gars, là, de cette première année en poste? Franchement, c'est hyper dur de tirer un bilan parce qu'en fait, en tout cas, moi, sur cette saison de l'OM, je ne sais même pas où regarder parce que tu as l'impression que Sampaoli passe son temps à tâtonner, construire, puis déconstruire ce qu'il fait. Et d'une semaine à l'autre, et on le disait très bien juste avant l'émission, c'est que le gars, tu as l'impression qu'il doute et qu'il remet absolument tout en cause et qu'il finalement, il va installer des schémas, des animations, notamment sur le plan offensif, qui changent la semaine d'après, même sur le plan défensif, d'un match à l'autre. C'est pas... Les équipes s'adaptent toujours à l'adversité. Mais finalement, là, tu as des certitudes que tu trouves, puis ensuite tu les enlèves, et finalement, tu sais pas vraiment ce qu'est l'OM de Sampaoli. Et pour moi, c'est vraiment toute la problématique du sujet. C'est qu'on est en février, et finalement, on n'a pas vraiment trouvé de formule qui se répète, en tout cas de patterns qui sont efficaces et surtout reconduits. Et j'ai peut-être l'impression que l'homme de Sampaoli, c'est cette incertitude, et j'ai peur qu'on doive s'y faire. Et je trouve ça assez inquiétant parce que je ne suis pas sûr que sur le temps d'une saison, c'est ce qui fonctionne. Après, vu le championnat actuel, personne ne veut prendre les premières places, beaucoup de faux pas de la part des poursuivants. L'OM est deuxième un peu par défaut, j'ai l'impression, parce que justement derrière personne veut prendre les points. Donc c'est vrai que, je ne sais pas vous les amis, mais moi j'ai quand même du mal à faire un bilan parce que j'ai du mal à savoir ce qu'on me propose tout simplement.
Idriss, on t'a pas attendu encore. J'écoute parce que je savais que Merwan avait de bons arguments à donner. Bah écoute, moi je suis un peu pareil que Merwan, mais je suis un peu plus cynique parce que vous me connaissez, j'aime pas être heureux. Donc en fait je me dis... Non, c'est juste qu'en vrai, j'ai toujours du mal avec ce club à vivre dans l'instant présent et à profiter de ce qui se passe. Donc, rappelez-vous, dans les émissions de septembre, d'octobre, quand tout se passait plutôt pas trop mal, je faisais partie de ceux qui disaient déjà, je commence à avoir des problèmes, déjà chez des joueurs dans le management, je commence déjà à entendre, sans faire l'insider à deux balles, parmi les joueurs que je connais dans le vestiaire, qu'il y a des comportements qu'ils ne comprennent pas. Donc, quand les résultats vont, ça va. Sauf que les résultats vont plus, ou pas trop. Parce que comme le dit Merwan, tu le dois plus à tes adversaires qu'à toi, ta place du jour. Et avec l'élimination à Nice, ça fait beaucoup de mal. La défaite de Lyon, il s'est passé beaucoup de choses dans les vestiaires et au club. Et que les joueurs commencent non seulement à en avoir marre, parce que comme l'a dit Merwan, on est en février, et que certains sont bougés de poste en poste sans trop d'explications, notamment le capitaine, Dimitri Payet. Et en fait, le truc, c'est que en tant que supporter, j'en ai déjà marre. En tant que suiveur, je trouve ça très intéressant parce que je suis complètement détaché des résultats. Par contre, en tant que journaliste, donc qui a accès aux informations et tout, je trouve la saison de Sampaoli très inquiétante. Est-ce que tu penses, Edou, que on a été dupé sur la marchandise? On en parlait un petit peu hors antenne. On s'attendait à peut-être un peu de pragmatisme, mais est-ce que c'est à ce point? Est-ce que tu trouves qu'il y a eu peut-être mensonge au début, ou du moins, est-ce qu'on a été dupé, quoi? Non, je pense pas. Je pense pas, parce que on a beaucoup parlé, à juste titre, des ambitions dans le jeu de Sampaoli, ce qu'il aime voir dans le jeu, etc. etc. Mais personnellement, c'est toujours la caractéristique première que j'ai toujours mis en avant et que j'ai répété, c'est que c'est un mec qui est obsédé par la victoire. Donc, ok, on peut dire que ce mec-là, il a des idées sur le jeu qui sont offensives et ci et ça, mais au final, il n'y a qu'une seule chose qui compte pour lui, et il avait déjà montré avant d'arriver à Marseille, il n'y a qu'une seule chose qui compte pour lui, c'est gagner. Donc, ok, il y a des idées, mais ces idées, sans parler de travestir ces idées, parce que pour moi, ce n'est pas le cas non plus, même si ce qu'on voit est moche, pour moi, on n'est pas sur un coach qui travestit ses idées, mais on est sur une matérialisation de ces idées qui est décevante et qui est décevante tout simplement. Mais je dirais pas qu'il y a eu... En fait, moi, je suis à moitié étonné. C'est-à-dire que je suis très déçu parce que j'espérais beaucoup, parce que c'est un coach que j'aime beaucoup, parce que c'est un coach que j'ai vu faire de très belles choses. Mais je suis à moitié étonné dans le sens où c'est aussi quelqu'un que j'ai vu aborder des matchs de façon plus que prudente et qui, par rapport à certaines problématiques à l'OM, dont on va parler certainement après, on arrive au final une façon d'aborder les matchs assez logique, malheureusement. Quand tu penses à des matchs, attends juste. Vas-y. Matchs en particulier, quand tu parles de ces approches un peu frileuses, ou du moins. À Séville, par exemple, à Séville, la phase retour, bon, il y a d'autres problèmes à côté, mais la phase retour, on est loin de l'orgie footballistique, mais surtout à Séville, ce qui était très marquant, c'est qu'on avait une version à domicile qui était enthousiasmante, avec la volonté vraiment de marcher sur l'adversaire, et une équipe à l'extérieur, par contre, qui était beaucoup plus dans la gestion, qui se découvrait peu. Donc il y avait vraiment une équipe à deux visages, et même au Chili, bon, là, il y a eu des matchs, tu prends la finale de Copa América 2015, ok, il met Valdivia sur le terrain et l'équipe sur le papier, elle est jolie, elle est assez offensive, mais dans les faits, on a une équipe qui est très prudente, une équipe qui est assez basse, et dont les seules étincelles devant, ça vient de dépassement de fonction, justement, d'un Vidal qui sort de sa position de numéro 8 pour aller chercher des ballons dans la surface. Mais sinon, en termes de production, en termes d'ambition dans le jeu, sur cette finale-là, c'était pas du tout enthousiasmant. Et pourtant, des matchs extraordinaires avec le Chili, j'en ai vu des tonnes et des tonnes. Un match contre le Brésil, notamment, qualif de Coupe du Monde 2014, qui est incroyable. Ah oui. Oui. Non, je crois que c'est après pour la 2018, celui où il gagne en fin de match, tu parles?
Non, Il y a- avec le Chili où ils gagnent 2-0 là-bas. Ah oui, d'accord. Non, je pensais il y a un autre match aussi contre le Brésil pour les qualifs 2018 quand il est encore là. Et il y a un match à la maison contre le Brésil qui est extraordinaire aussi. Mais voilà, pour répondre à ta question, il y en a eu des matchs. On faut pas non plus imaginer. Alors peut-être qu'on n'a pas mis assez les formes à son arrivée, mais il faut pas imaginer non plus que c'est un coach qui jusqu'à ce qu'il arrive à l'Olympique de Marseille était un C'était pas du producteur champagne. de foot. Oui, voilà. Enfin, c'était pas 100% de champagne. Il y avait du très bon, Oui. mais il y avait aussi des choses beaucoup plus rudimentaires. Moi, j'ai souvenir d'un match avec le Chili où il affronte l'Argentine. Je crois qu'en plus, c'est à Santiago. Et ce match m'avait marqué. Bon, je ne l'avais pas regardé. Hein. Mais non, mais je vous explique pourquoi. Là, tu vas parler d'un match que t'as pas vu. Non, Mais je ne l'avais pas regardé. Parce qu'il l'a marqué du coup. Si vous me laissez, si vous me laissez finir. Vas-y, mec. Je l'avais pas regardé en direct. Mais c'était Bielsa qui l'avait démonté. Mais genre quelques jours après. Parce qu'ils avaient perdu 3-0 et Bielsa avait dit de Sampaoli qu'il avait tout fait pour perdre le match, ou en tout cas qu'il avait rien fait pour le gagner. Et du coup, je l'avais revu le match. Et moi, je pense que j'avais pas regardé le Chili une seule fois entre la finale de Copa América 2015 et ce match-là. Et du coup, j'étais frappé parce que je voyais pas la même équipe. Ouais. Et c'était ma première interrogation sur ce coach. Et c'est vrai que cette question-là et cette interrogation-là, je me la fais très souvent quand je suis sur le plateau du Phocéen parce que on a des matchs tous les 3 jours et donc du coup, tu passes de Angers vendredi à Nice mercredi. Donc tu souffles souvent le chaud et le froid et tu te poses toujours la question de comment il peut aborder un match difficile avec autant, j'ai envie de dire de facilité parce que ça paraît facile, ou on va dire avec autant de folie, autant de volonté, Ouais. et un match qui paraît simple à être de suite craintif, frileux, et de suite de se rendre le match difficile. Moi, là, je pense qu'on va en arriver à l'effectif. Si on prend le film de la saison, qu'est-ce qui se passe? On a un début de saison qui est enthousiasmant, avec pour moi la meilleure illustration de ce qu'est l'ambition de Jorge Sampaoli en matière d'équipe, en matière de foot, où on a une équipe avec beaucoup de mouvements, une équipe avec beaucoup de dépassements de fonctions, une équipe qui se projette énormément et en nombre dans le camp adverse. On a vraiment une équipe, dans son expression, tu peux difficilement espérer mieux, surtout avec l'effectif de Marseille. Mais ça tourne, ok. Alors je pense aussi, a posteriori, je pense qu'il faut aussi nuancer le début de saison. C'est-à-dire que c'était un début de saison qui était enthousiasmant, mais quand même déjà, à cette époque-là, en matière de production d'occasion, on n'est pas sur une équipe qui produit, à mon sens, un nombre important d'occasions. Par contre, Saint-Etienne, tu te procures quasiment pas d'occasion. ouais, voilà. Après, voilà, tu arrives à mettre une pression constante sur les équipes adverses. Tu arrives à te créer des potentielles opportunités d'occasion, un nombre important. Par contre, matérialiser vraiment des occasions nettes, déjà, même à cette époque-là où les matchs sont enthousiasmants, on n'est pas sur une quantité folle. Sans compter que... troué aussi sur cette période. Oui, mais voilà, tu as des problèmes sur les transitions défensives, mais quand tu regardes la balance, tu es quand même sur une balance, pour moi, largement positive entre ce que tu arrives à créer, le danger que tu arrives à créer et ce que tu subis défensivement. Sans compter en plus que cette saison-là, elle démarre et forcément, les 6 mois de l'an dernier, ils n'avaient aucun sens, ils n'avaient aucun intérêt. Je veux dire, pour caricaturer, pardon, il y avait un intérêt, bien sûr, mais dans l'absolu, on n'a pas poussé très loin les ambitions. Le plan de jeu, il a vraiment démarré en août. Et tu sais qu'il va falloir du temps pour apprendre à défendre, pour savoir gérer les transitions. Et ce temps, il ne l'a pas pris parce qu'il y a eu, on le sait tous, le tournant face à Lens, où pourtant, Lens, tu fais un bon match. Et tu fais un excellent match. Tu fais un très bon match et surtout, ça c'est, pour parler vulgairement, ça s'est touché sur le match de Lens ce soir-là, mais ce que propose Lens ce soir-là, c'est rudimentaire. Et attendez, c'est vous mis en... parlez du Lens au retour là. Non, à domicile. Le retour. Non, de la domicile. Quand tu fais la défaite 3-2, ouais. le truc, on a fait un bon match. On en avait déjà parlé, Merwan. On en avait déjà Moi, parlé. je trouve que Marseille ne fait pas un Moi, je match suis d'accord, parfait, on fait un mais excellent match. du moins dans la production et la façon de se créer des opportunités, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match-là. Par contre, le match, il est tronqué, la vision du match elle est tronquée parce que Lens met un but sur quasiment chacune de ses incursions, un but comme Frankowski qui vient derrière. Le premier but, on a une défense en panique qui offre le but à Lens. Et au final, tu sors de ce match sans les 3 points et tu te dis, putain, on s'est fait trouer sur les transitions. Alors que, ok, oui, tu as pris les buts,
Mais est-ce que tu vas tous les week-ends avoir une équipe qui convertit chacune de ces transitions? Je ne suis pas sûr. Et à partir de ce moment-là, il s'est dit, j'ai pas l'équipe pour défendre autant d'espace dans le dos. Il faut que j'ai une équipe qui ait plus de présence derrière, qui ait des lignes plus resserrées, qui ait un milieu de terrain, un axe du terrain beaucoup plus surchargé pour moins me faire ouvrir en transition. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, tu n'as plus rien créé, sauf quelques matchs qui se sont bien déroulés. Il y a eu quelques matchs, mais c'est vraiment un échantillon très faible par rapport au reste. Tu n'as plus rien proposé. Et ça, c'est le problème des équipes, des coachs qui cherchent l'équilibre à fond. C'est que pour trouver cet équilibre, pour trouver ce contrôle, ils font des sacrifices sur des choses qui leur donnaient le pouvoir avant. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Marseille. À partir du moment où cette recherche de l'équilibre, cette recherche du contrôle, elle s'est accrue parce qu'il a eu peur des transitions, il a eu peur de revivre des scénarios comme à Lens, et ben, il y a eu une équipe beaucoup moins dynamique, une équipe qui propose beaucoup moins, une équipe qui a beaucoup moins la volonté de marcher sur l'adversaire. Et du coup, tu arrives sur une équipe stérile. Et le problème, pour finir mon théorème, c'est que tu peux avoir cette recherche de contrôle-là. Mais pour qu'elle soit viable, pour qu'elle puisse marcher, il faut que, soit collectivement, tu aies les circuits, tu aies la maîtrise qui te permet, là encore, de marcher sur l'adversaire et d'être supérieur, ce qui n'est pas le cas de l'Olympique de Marseille, soit il faut que tes individualités, dans ce climat un peu stérile, elles soient assez fortes, soit pour pouvoir faire du dépassement de fonction, soit pour pouvoir faire des différences chacun dans leur zone. Et à l'Olympique de Marseille, il n'y a que 2, voire 3 joueurs qui sont capables de faire des différences devant. C'est Dimitri Payet. Mais Dimitri Payet, il a 35 ans, il ne peut plus jouer tous les 3 matchs et il est quand même dépendant de l'expression collective. Il y a Under, mais Under, il ne peut briller qu'en jouant sur l'aile droite, malgré le fait qu'il ait essayé de le bazarder en deuxième attaquant ou à gauche. Ça ne fonctionne pas. C'est un joueur qui a un circuit préférentiel, donc il faut qu'il joue à droite. Et le 3e joueur, c'est Bamba Dieng, parce que, ok, il peut croquer toutes les occasions du monde, mais le fait est que c'est un attaquant qui, rien que par son profil, va toujours se créer des opportunités tout seul par ses mouvements. Et ça, il n'y en a aucun autre à l'Olympique de Marseille. On a Karim qui relève un sujet intéressant dans le chat. Il nous dit, quand on prend Lens, par exemple, assumer un Luan Pérez en 1v1 régulièrement, c'est très dur, entre parenthèses, suicidaire. Ouais, c'est vrai que bon, c'est compliqué. C'est son choix, on le rappelle, hein, Luan Pérez, c'est son choix. C'est son choix, c'est lui qui l'a ramené. C'est l'un de ses hommes de base. Hein, ah oui, non, mais la cellule de recrutement de l'OM ne connaissait pas son existence jusqu'à ce que Sampaoli débarque en disant « J'ai eu un joueur à Santos qui pourrait vraiment faire l'affaire et tout, qui peut jouer latéral gauche et tout et tout. » Longoria, il a dit combien? Sampaoli, il a dit 3 millions. Longoria, il a eu les yeux pleins d'étoiles, tellement cet été le chéquier était vide. Et du coup, petite anecdote, après le match à Montpellier, c'est un des collaborateurs de Longoria qui a fait fuiter, pas fait fuiter, mais qui disait en off, je sais pas quelle merde il nous a ramené, mais il a failli nous coûter 3 points. Et j'ai revu cette personne-là il y a pas longtemps au campus lors d'un match de la réserve, qui m'a dit j'ai toujours pas changé d'avis. Les gars, on dresse un bilan assez sombre, assez compliqué, assez dur sur Sampaoli, mais s'il y a quand même, selon vous, des satisfactions ou des choses qui ont été bien faites depuis son arrivée, lesquelles? Le sentiment de domination sur l'adversaire, qui malheureusement, qui malheureusement ne se matérialise pas toujours par des points. Mais tu sais, il y a des matchs où t'aimerais pas être l'adversaire et t'aimerais pas jouer contre cette OM. J'ai le souvenir de la première mi-temps contre Brest, où tu fais un match, quasiment, on avait l'impression de revoir le match contre Monaco, où Brest n'existait pas, ils respiraient pas, ils n'arrivaient pas à sortir le ballon, même pas de la surface, tellement ils étaient étouffés. Mais c'est vrai qu'on parlait de possession stérile, c'est vrai qu'on parlait de manque de possibilités pour le porteur de balle, que peut-être ce système est bien trop exigeant techniquement par rapport aux joueurs qu'il a à sa disposition. Mais il faut reconnaître que des fois, on est devant le match et il arrive à nous faire croire que ce match ne peut pas nous échapper. Après, l'OM reste l'OM et on arrive à perdre des matchs avec 80% de possession. Mais j'aime bien retrouver ça chez mon équipe. Qu'elle soit quand même un peu plus protagoniste que d'habitude. Le truc, moi, que je trouve déconcertant, enfin déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc c'était très intéressant, merci et vous. Après, je ne suis pas forcément d'accord, mais notamment sur le point de bascule, je trouve que moi, dès le match contre le Lokomotiv Moscou, on a vu qu'il y avait un problème dans la production, et j'ai jamais vu personnellement un OM qui avait des occasions hyper franches toutes les 5-10 minutes. Je trouvais que c'était quand même assez stérile.
Mais effectivement, C'est vrai, tu fais bien de le rappeler parce qu'on parle beaucoup de ce match, on le couple beaucoup avec le match de Monaco parce qu'il arrive 4 jours après. Et du coup, on se dit. Où il arrive après Nice. Bon, bref, on s'en fout. Et du coup, on se dit, ouais, mais on n'avait pas vu un OM aussi dominant depuis longtemps. Et c'était vrai. Mais pour le coup, le manque de création dans le match face au Lokomotiv Moscou est à coupler avec beaucoup d'autres matchs de cet hiver que le match face à Monaco. le truc, c'est que ça arrive dès le Lokomotiv Moscou et que même avant, tu as Saint-Étienne, tu as même Bordeaux qui est quand même un traumatisme. Tu gagnes 2-0, tu te fais reprendre 2-2, où tu as l'impression que finalement, si tu as la possession, tu n'es jamais en contrôle. Et c'est là où finalement je diffère avec toi, Idriss, c'est que si tu as la possession et si finalement tu as l'impression d'être protagoniste avec le ballon, tu as toujours l'impression d'être exposé. Et c'est là où je suis complètement d'accord avec Edou, c'est que Sampaoli, j'ai l'impression qu'il a un petit peu alterné entre cette volonté finalement d'être protagoniste, mais en même temps de toujours réguler son équipe. Et ça, tu le vois directement, notamment sur le début de saison, contre Saint-Etienne et puis même Bordeaux. Tu vois que c'est une équipe qui est, comme l'a encore une fois très bien dit Edou, qui est constamment dans le déséquilibre sur le plan offensif. Ça se projette énormément. Mais finalement, on va voir que Rongier va prendre de plus en plus d'importance. Justement, il va se servir de Rongier pour essayer d'équilibrer l'OM. Ça va marcher. Après, il va le déplacer. Il va déplacer un certain nombre d'autres joueurs dans l'animation de l'OM, qui fait que finalement, on va avoir du mal à avoir un fil rouge dans cette saison. Mais c'est vrai que, Idriss, toi, quand tu parles de contrôle, moi, j'ai toujours du mal parce que on le revoit encore contre Clermont, même contre Angers en début de match. Tu prends l'eau sur un certain nombre de transitions défensives. Et finalement, moi, ce que je reproche finalement à cet Olympique de Marseille cette saison, et à Sampaoli notamment, c'est pas nécessairement le bilan comptable qui est somme toute excellent comparativement aux poursuivants, mais c'est plutôt d'utiliser un certain nombre de joueurs à contre-emploi et d'avoir des idées qui sont vraiment très très mal matérialisées. J'ai l'impression qu'il est beaucoup trop idéaliste, c'est-à-dire que l'OM de Sampaoli, je pense qu'on a tous compris, le but ça va être de créer des surnombres sur le plan offensif, mais j'ai l'impression qu'on a trop peu de joueurs qui peuvent être influents dans ces zones-là. Je pense notamment à Guendouzi qui peut être excellent mais beaucoup plus bas sur le terrain et qu'on surresponsabilise dans le dernier tiers. Et par rapport à ce que veut mettre en place Sampaoli, qui a un ersatz un peu de ce que fait Guardiola à City, je pense que Sampaoli n'a pas les moyens de ses idées et que quand il est à chaque fois confronté à la réalité, il va effectuer des ajustements en plein match, comme si en fait il redécouvrait cette réalité à chaque match. Et il va devoir un peu tout chambouler à chaque fois. Et on voit finalement que, ne serait-ce que le match contre Clermont, dès la mi-temps, il envoie s'échauffer Camara, Dieng, notamment pour apporter de la verticalité, parce qu'en fait, il n'a pas les moyens de transpercer des blocs bas. Parce qu'on a des joueurs qui sont beaucoup trop neutres. Et moi, c'est ça que je reproche à Sampaoli. Oui, mais on voulait parler de points positifs. Mais c'est sûr que je partage complètement les points négatifs. Et on parlera de sa lecture de jeu en cours de match, sans doute plus tard. Mais qui est pas loin d'être la pire que j'ai jamais vue chez un coach en 20 ans d'OM. J'ai quel âge? 26 ans, en 19 ans d'OM. Mais sinon oui, moi je voulais parler de côté positif, sinon on va faire 1 heure d'émission, on va s'écarter les rênes. Pour le côté positif, une phrase, tu vois, le côté positif, c'est que quand même, il faut aussi savoir raison garder. Vu l'effectif qu'on avait la saison dernière, vu le changement qui est intervenu en l'espace d'une intersaison, je pense qu'on pouvait non plus pas, on ne devait pas s'attendre à voir le Barça sur le terrain, entre guillemets, je caricature. Déjà, mais enfin, oui et non, parce que c'est lui qui décide d'en faire ça, de cet effectif. Moi, je trouve cet effectif très complet et très qualitatif, quand même, mine de rien. Je te parle du changement d'effectif par rapport à ce qu'on avait la saison dernière et ce qu'on a cette saison. Oui, mais après, moi, je vais te sortir un contre-exemple. C'est qu'entre la saison 2004-2005 et 2005-2006, l'effectif, il change pareil à 80-90%. Et Jean Fernandez, avec Ribéry, Mamadou Niang et Nasri qui avaient 16 ans, il arrive à te sortir peut-être pas un fond de jeu aussi construit, aussi profond, mais par contre, l'équipe était beaucoup plus tueuse et cohérente. Mais pour le coup, cohérente par rapport aux joueurs qu'il avait à sa disposition, pas par rapport forcément au rendu. Il n'y a pas de souci, mais les techniciens te le disent très bien quand des effectifs changent autant et surtout quand c'est des effectifs aussi jeunes. Moi, pour moi, c'est des excuses. Je suis désolé, mais pour moi, c'est plus des excuses. Alors oui, tu as une partie d'excuses, mais si tu es pragmatique par rapport à ça, on l'a vu en début de saison, c'est que tu avais des joueurs qui sont quand même relativement jeunes et pour beaucoup immatures. Enfin, je pense en tout cas qu'il y a peu de leaders dans cette équipe, à commencer par Dimitri Payet qui je l'aime beaucoup, mais c'est pas un joueur de 4 ans, quoi. Il l'a jamais été. Il va pas Mandanda non plus, mais peu importe, tu vois. T'as pas le droit de dire ça, c'est pas grave. T'as quand même une équipe qui manque de leader et qui est quand même assez jeune, et t'ajoutes à ça un effectif qui a été chamboulé. Quand tu passes d'un effectif, notamment celui qui avait AVB sous son mandat, à ça... Il y avait Morgan Sanson. C'est bon, l'immeuble est sauvé.
Mais Non, il est mais- encore là, Morgan Sanson, il est juste brésilien. Mais non, il court moins. Encore, s'il avait le volume C'est de vrai. jeu de Morgan, mais même pas. Arrêtez. Non, mais en gros, ce que je veux te dire, c'est que tu as quand même un saut qualitatif qui est présent dans l'effectif, mais en même temps, tu as les ajustements qui vont avec, et surtout, tu as une philosophie qui. Tu passes de rien à quand même pas mal de choses, en tout cas, pas mal de choses à essayer de mettre en place, c'est-à-dire le saut entre AVB et Sampaoli. Donc, je pense aussi qu'il y a une certaine patience qu'on doit avoir à ça, mais ça n'enlève rien à certaines critiques qu'on fait, qui sont nombreuses, et qui sont légitimes surtout, sur le contenu de Sampaoli. Les gars, on va essayer d'approfondir un petit peu sur le jeu parce qu'on parlait de ce manque d'occasion, de cette difficulté pour l'OM de se créer des occasions. Mais justement, est-ce que Edu, toi, tu vois des explications à parfois cette trop grande stérilité? Je sais pas, peut-être une des phases de gestion un peu trop longue. Comment tu expliques ça? Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, même dans les matchs les plus réjouissants comme ceux du début de saison, tu n'avais pas un volume d'occasion très important, mais tu arrivais à te mettre dans des positions susceptibles de te créer des occasions. Un peu comme le match de Lokomotiv, hein, comme on en a parlé. Le match de Lokomotiv, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'occasions nettes. Mais par contre, tu passes 90 minutes dans les 25 derniers mètres du Lokomotiv et il ne manque pas grand-chose. Alors que là, on a beaucoup de matchs où, OK, le Marseille a 80% de possession, mais il n'y a pas l'ombre d'une possibilité qu'à un moment, il y ait du danger. Donc, on est quand même sur deux configurations différentes. Après, quelles peuvent être les raisons de ce manque de danger, d'occasion? Alors, effectivement, Sampaoli est responsable. Sampaoli est responsable, notamment par rapport à la façon dont il aborde les matchs depuis quelques mois, ça c'est sûr. La façon dont sa prudence n'aide pas à créer des déséquilibres. Mais après, tu as évidemment une question de qualité de joueur, une question de profil surtout. Moi, c'est surtout les profils. Bah oui. Parce que on va parler de son cas, mais par exemple, Milik, tu l'enlèves de l'Olympique de Marseille et tu parles juste de la qualité de Milik, tu vas dire quoi? Tu vas dire Milik, c'est un bon ou très bon numéro 9. C'est un joueur qui va te mettre entre 13 et 18 buts par saison. Et il n'y aura pas forcément, et je parle pas de mes goûts, hein, mais je dis il n'y aura pas forcément de débat. Tu sais que c'est un mec entre 13 et 18 buts. Parle de tes goûts, s'il te plaît, parle de tes goûts. Parle de tes goûts, parce que je sais. Donc, parle de tes goûts. Et tu prends Arkadiusz Milik. Tu as l'équipe de l'Olympique de Marseille, tu as l'effectif de l'Olympique de Marseille et tu as les ambitions de jeu de l'Olympique de Marseille. C'est un match qui est impossible. C'est impossible. À aucun moment, avec l'effectif de l'Olympique de Marseille et le jeu que tu veux mettre en place, le profil de Milik, il a du sens. Il est absolument pas complémentaire avec les autres joueurs de l'Olympique de Marseille. Donc là, tu te retrouves déjà dans une situation compliquée où ton neuf vedette, ton plus grand nom dans l'équipe, c'est un mec qui n'est pas associable. Et ça aussi, c'est un gros problème que rencontre Sampaoli, c'est que, sans extrapoler, hein, mais si tu n'as pas Milik dans l'équipe, déjà, le développement de cette équipe, il est beaucoup plus sain. Parce qu'on le voit, il est obligé, depuis le retour de Milik de blessure, d'essayer soit de le remettre en piste parce que c'est Milik, parce que ci, parce que ça, soit il retourne sur ses ambitions premières avec Payet en faux numéro 9, et au moindre match qui ne tourne pas, il va avoir la faucheuse qui va passer, qui va lui dire ah t'as vu, t'as joué sans Milik, t'as pas marqué, t'as pas gagné, alors vas-y remets Milik, c'est un numéro 9, etc. Le Donc le nombre de justement, débats que préciser je ton fais. propos parce que ça m'intéresse ça justement. Toi, ça me paraît intéressant que tu définisses déjà comment est-ce que tu penses que Milik, comment est-ce que je pense qu'un profil comme Milik, est-ce qu'on doit le faire jouer et pourquoi est-ce que c'est incompatible avec l'OM? Tu vois, ça m'intéresse que tu débattes par rapport à ça parce que c'est vrai que j'ai un avis un peu différent. Parce que moi je reproche plutôt à Sampaoli de pas l'avoir mis dans les bonnes conditions. Mais d'un côté, je suis aussi d'accord avec toi. Donc, j'aimerais bien que tu développes sur comment est-ce qu'on doit faire jouer Milik, comment est-ce qu'un profil comme Milik doit jouer, et pourquoi est-ce que c'est incompatible avec l'OM. Alors pour moi, déjà, il y a une caractéristique fondamentale sur cet Olympique de Marseille, qui est de parler du meilleur joueur de l'équipe. Meilleur joueur de l'équipe, alors soit on peut dire que c'est Payet, mais pour moi, en termes de capacité de différence, de danger dans les 20-25 derniers mètres, pour moi, c'est Under. Ce joueur-là, on l'a vu, Sampaoli, il a essayé de le faire jouer à gauche, il a essayé de le faire jouer plus axial devant. À gauche, c'est catastrophique. Devant, c'est catastrophique. À droite, c'est magnifique. À droite,
on a compris son profil. Voilà, gaucher, côté droit. Il va repiquer pied gauche tout le temps, repiquer dans l'axe tout le temps. Et déjà, C'est la rien que spéciale. par ce profil, déjà que par ce profil d'ailier faux pied, pour moi, c'est une cohabitation en termes de profil qui est impossible avec un 9 de surface. Parce que ce soit sur les déplacements dans la dernière zone, c'est des joueurs qui ne vont pas pouvoir trouver une complémentarité, sachant que Milik, par exemple, dans ses déplacements, c'est quelqu'un qui se déplace uniquement pour finir, qui se déplace uniquement pour marquer. Et les déplacements qu'essaye de faire Milik quand il essaye de décrocher, de se connecter au jeu, pour moi, c'est des déplacements qui sont catastrophiques à chaque fois. Soit parce qu'il se déplace mal, soit parce qu'il n'a pas la qualité technique sur un jeu en pivot ou sur ses déviations de pouvoir faire le bon geste. De toute façon, c'est simple. Le nombre d'actions que Milik a massacré par ses décrochages, je pense que le pourcentage de ses décrochages, il est énorme. Et bon, ça, c'est le premier point. Milik, il aurait du sens dans une équipe basique avec des latéraux qui montent haut, avec des ailiers de débordement et une équipe qui va se comporter de façon 1995-2000 où on envoie des centres sur le numéro 9. Alors, Mais on même peut pas au dire, final. Parce qu'on l'a fait contre Lille et on a envoyé, je crois, 49 centres. Oui. mais c'est des centres bidons qui ne sont pas nés de décalage. Oui. Non, il a raison, Edo. Non, il a raison, mais... La semaine dernière, quand Lirola, par exemple, jouait vraiment en latéral, comme le dit Edo, ben là, Milik recevait les centres. Et surtout, Lirola réussissait ses centres aussi. Non, mais Lirola réussissait ses centres. Parce qu'il y a moins de centres exploitables aussi. Là où je vais différer sur Milik, c'est que moi déjà, je pense effectivement que c'est un excellent joueur de surface, mais on l'a vu notamment la saison dernière aussi, c'est un joueur qui peut être influent, je ne dis pas à 30 mètres de la cage, hein, je dis aux abords de la surface, on l'a déjà vu notamment marquer depuis la demi-lune en tête de surface, il a une excellente frappe à mi-distance, et je pense personnellement que c'est un joueur, et on l'a vu à l'Ajax avec la Pologne notamment, après c'était surtout avec un deuxième attaquant, mais on l'a aussi vu capable de combiner dans les petits espaces. Je ne dis pas que c'est un joueur fondamentalement technique et qui va avoir cette justesse pour combiner à haute intensité dans les petits espaces, mais en tout cas, moi, je pense qu'il en est capable. Après, je vais te laisser continuer parce qu'il me semble que tu n'avais pas fini, Edou, et ensuite, je donnerai mon avis si besoin. Comme je disais, oui, pour revenir aux commentaires sur les centres, oui, les centres, ça peut marcher, mais il faut que le centre soit l'aboutissement d'un décalage. Oui, bien Ce sûr. que ne fait absolument pas Marseille quand ils envoient des centres sur Milik. Aujourd'hui, c'est devenu... Il n'y a plus de préparation. De toute façon, le jeu, la création du jeu de l'Olympique de Marseille est médiocre dernièrement. Donc, il n'y a pas cette capacité de créer des décalages qui vont arriver à des centres, qui vont arriver sur Milik, qui aura pu bénéficier de ce décalage créé pour avoir vraiment une option dans la surface. Parce que là, aujourd'hui, quand Milik est devant et que ça envoie des centres, ça envoie des ballons dans la boîte et ça croise les doigts en espérant qu'il y a un miracle qui se produise. Par contre, pour revenir à ce que tu me dis sur Milik, alors moi, je n'y crois absolument pas. Je pense que dans l'idéal en fait du jeu que peut faire l'Olympique de Marseille avec les joueurs qu'ils ont, je pense que c'est un jeu et des individualités qui, quoi qu'il arrive, iront beaucoup trop vite pour Milik. Ça, je suis d'accord avec toi. Sur ce point, je suis d'accord avec toi. Et alors oui, après qu'il puisse jouer en pivot, oui, peut-être. Qu'il puisse faire des déviations, oui, peut-être. Mais ce rôle-là, je pense qu'il pourrait l'avoir dans un jeu beaucoup plus archaïque. Archaïque mythique. Voilà ce qui se passe dans la tête des doux en règle générale. Et maintenant, vous pouvez aller suivre son compte Twitter et comprendre. Voilà. Et je pense que dans un jeu où tu as un Wunder qui rentre pleine balle dans l'axe, avec même dans l'idéal un Conrad à gauche ou même un Bamba Dieng, un Dimitri Payet, je pense que dans tous les cas, ça ira trop vite pour lui. Et qu'au contraire, tu vois, si on arrive même à avoir un Milik cohérent dans la connexion avec ses autres joueurs, je pense que ce sera un mauvais signe. Pour moi, ça voudra dire que le jeu va pas assez vite, ou que ça manque de mouvement, ou que ça manque de dynamisme. À partir du moment, d'ailleurs, c'est déjà le cas. Oui, voilà, à partir du moment où Milik se sent obligé de décrocher, c'est déjà qu'il y a un problème. Ouais. Donc, c'est qu'il y a un problème dans l'acheminement des ballons, dans l'acheminement du jeu. Ça, pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi, mais j'en fais un constat différent. En fait, pour moi, Milik, ça pourrait fonctionner
même dans un jeu qui n'est pas archaïque, pour reprendre ton terme. C'est simplement que moi, je trouve en tout cas qu'on manque de milieux capables d'influer dans les 30 derniers mètres. Et malheureusement, Milik, il devient prévisible et ça devient un poids mort pour le collectif, justement parce que en termes de présence dans la surface et en termes d'appel, c'est peut-être le seul à proposer quelque chose dans cette ère de jeu. Parce que malheureusement, les milieux qu'on a actuellement ne sont pas capables de le faire. Et ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais milieux. J'aime beaucoup Guendouzi, mais on n'a pas les profils. Et c'est vrai que finalement, ça t'oblige à un compromis un peu bâtard. Parce que effectivement, tu sais que c'est un très bon neuf. Dans son public, intrinsèquement, on l'a vu jouer avant l'OM à Naples par intermittence, surtout à l'Ajax et avec la Pologne. Mais c'est vrai que de l'autre côté, tu n'as pas les joueurs en fait, pour le faire bien jouer. Et que surtout, quand tu le mets sur le terrain, et moi je ne sais pas ce que vous en avez pensé, notamment contre Clermont, je savais dès le coup d'envoi que ça n'allait pas marcher. Tu vois au bout de 10 minutes, il se met à faire des décrochages, comme tu as dit, il s'aborde un nombre d'actions incroyables, il n'apporte rien par ces décrochages. Et en fait, il traduit surtout le fait qu'il n'y a aucun mouvement. Tu prends un carré, tu prends la surface de réparation, tu agrandis ça de 10 mètres en avant. Il n'y a rien qui se passe dans cette zone-là. Il n'y a aucun changement de rythme. Et quand un attaquant aussi peu mobile, entre guillemets, parce que je trouve que comparativement à son gabarit, c'est quand même un attaquant qui a une qualité dans ce domaine-là, il va te servir à rien. C'est un poids mort. Et là où j'ai pas compris Sampaoli... Vas-y, pardon. Vas-y, finis. Non, c'est simplement... Et en fait, là où j'ai pas compris Sampaoli, c'est en fait à quoi est-ce qu'il s'attendait en mettant Milik contre Clermont. Je me demande vraiment pourquoi est-ce qu'il le met. Est-ce que c'est pour le mettre et lui dire voilà, tu râles à la fin des matchs, tu râles quand on t'interroge, tu rages dans les médias polonais, et finalement quand je me mets sur le terrain, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que c'était pour le plomber, ou est-ce que véritablement il a pensé qu'il y avait une formule à trouver contre Clermont? Alors que il le met pour des raisons politiques, je pense. Bah ouais, mais je sais pas ce que vous en pensez. Parce qu'il a gueulé après Metz, parce qu'il boude quand il sort contre Karabakh. Donc parce qu'il a mis ses buts de merde avant. Voilà, donc de par ça, son statut, etc., il est obligé de le mettre, alors que effectivement, c'était pas la bonne formule. Pour le coup, moi, je laisserai mûrir vos deux réflexions parce qu'elles sont très bien argumentées, très bien détaillées, et je sais pas de quel côté me placer. Mais moi, ma petite... parce qu'en fait, je sais pas quoi faire pour que ça aille mieux pour Milik et comment Milik peut s'insérer, pas forcément dans ce système, mais plus dans cette équipe par rapport au profil qu'il a autour de lui. Moi, ce qui me manque, c'est, j'ai envie de dire, de la confiance de ses partenaires. C'est que tu n'as personne qui vient l'aider sur les deuxièmes ballons. C'est-à-dire que Milik, il va récupérer un ballon, il va gagner un duel aérien, derrière, il est livré à lui-même. Et quel joueur est capable, même avec de la confiance, quel joueur est capable de faire ça? Par intermittence, Gerson l'a montré. Ouais, mais même Gerson, c'est pas un joueur qui dans ce domaine-là va s'illustrer. Et d'ailleurs, Milik, mais pour le coup, Gerson, là, ce qui me frustre, c'est qu'il le fait quand on joue 109. Donc avec Payet ou lui. Lui, il se jette comme un rat mort sur les deuxièmes ballons. Par contre, dès qu'il y a Milik et qu'il est censé jouer plus bas. Ouais, mais c'est parce qu'il se bride tout seul à partir de plus bas. C'est à lui. Moi, je pense que ça a à voir avec le plan de jeu aussi, tu vois. Oui, mais je trouve que Milik, pour le coup, il illustre un truc plus large que lui. Attends, j'ai pas fini. Joueurs dans cet effet. Vas-y, pardon. J'ai pas fini. Juste, c'est pour dire aussi qu'il y a des joueurs qui, au-delà du simple prisme Milik, sont mentalement tués par le coach. Et je parle de tous ceux qui sont passés sur le côté gauche depuis le début de saison, que ce soit Conrad, Luis Enrique, voire même Bamba par intermittence. Parce que Bamba, aujourd'hui, on a tendance à oublier, mais il a été titulaire pendant toute la moitié du mois d'octobre, quasiment la totalité du mois d'octobre, et ça a été très décevant, et c'est pour ça qu'il est retourné sur le banc. C'est parce qu'il était très irrégulier, après c'est normal. Mais du coup, là où Under va faire des différences balles au pied, et là où Under peut même se jeter sur certains deuxièmes ballons, on l'a vu contre Angers quand il fait sa reprise, ou même sur le but à Bordeaux lors de la deuxième journée de championnat, à gauche il se passe rien. Mais ni le joueur vient combiner, ni le joueur vient proposer, ni le joueur fait ne serait-ce qu'un appel fuyant pour attirer un défenseur. Ce qui fait que le côté gauche est réduit à un simple rôle de 1 contre 1 déstabilisateur qu'il n'arrive même pas à faire. J'ai fini. Edo, on a quelques messages pour toi dans le chat. Alilou qui nous dit Edo, c'est donc parler son trollé, incroyable. Ça me fatigue déjà. Et t'as 22 qui nous dit Edo qui fait des analyses sérieuses, les émotions. Voilà, t'as matrixé des gens avec tes mèmes, maintenant tu t'en récoltes. Ouais, c'est ça. Vous inquiétez pas, je reviens m'épauler de légumes dans une trentaine de minutes. Faut la noter, Archaïque Milik. Archaïque Milik, tu la gardes. Mais pour revenir à Milik, en fait, dans l'absolu, Milik, on s'en fout. Un peu, ouais. Dire,
Non, mais que ce soit Milik ou un autre. Non, mais on moi, s'en fout. lors mais d'une bien précédente émission, j'avais dit que quand on me parlait des qualités de Milik, plus maintenant, mais sur le début de saison, on me parlait d'un glorified Brandao, mais après, la saison a évolué depuis. Ouais, non, mais déjà, non, mais Mais c'était un peu on ça. va pas relancer le débat, mais Non. déjà, le crédit qu'a Arkadiusz Milik, parce qu'il a mis 25 buts dans le championnat où mon idole Quagliarella était capo canonnière, et faut baisser d'un. Enfin, déjà, pour moi, il a un crédit qui est disproportionné par rapport à sa carrière. Merci. Mais bon, ça c'est autre chose. Non, mais vous êtes sévère. Moi, c'est un autre débat. On va pas Non, s'engager mais là-dedans. c'est un bon On l'a attaquant. vu jouer hein, avant je quand veux même, dire. Milik. Non, On l'a vu jouer quand même. on en arrive à le considérer comme l'un des meilleurs numéro 9 d'Europe, comme une star incroyable. Non, C'est une marge, ça. C'est c'est un bon numéro 9 qui a eu une bonne carrière, qui a eu des bonnes saisons, mais c'est tout. Faut pas non plus en parler comme le monsieur plus, le monsieur qui va faire la différence. Non, je pense qu'il faut savoir aussi raison garder et se rendre compte que on a peut-être mis Milik à un statut qui n'est pas propre à ses qualités, encore moins après s'être fait les croisés, encore moins en 2022 par rapport à ce qu'il a pu faire par le passé. Mais bon, ça c'est pas le débat. Et je vais revenir à la question. On de a Milik. d'autres joueurs à évoquer. Ouais. Milik, en fait, on s'en fout. Ce qui compte, quelles que soient les équipes, quels que soient les joueurs partout dans le monde, qu'est-ce qui compte ? Ce qui compte, c'est pouvoir créer une équipe où il va y avoir la meilleure complémentarité entre les joueurs, où il va y avoir la meilleure complémentarité entre les différents profils, et que cette complémentarité-là, que la façon dont tu vas créer ton équipe, eh ben, ça puisse mener au projet de jeu que tu as. Et quand on regarde l'Olympique de Marseille, quand on regarde l'ambition qu'a l'Olympique de Marseille et les profils qu'a l'Olympique de Marseille, on se rend compte, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il y a déjà un manque de qualité évident au milieu de terrain, dans le cœur du jeu, et que cette panne de créativité au milieu de terrain, il va falloir la compenser devant. Et cette compensation, elle peut arriver que par du mouvement, surtout encore plus avec les ambitions qu'a Sampaoli à l'OM. Ça ne peut naître que par du mouvement. Et c'est exactement pour ça. Justement, et ça, donc, oui. ça, je te pose la question. Ce manque de qualité au milieu de terrain, tu l'expliques par les qualités intrinsèques des joueurs ou par l'utilisation qu'on en fait? Oui, non, par la qualité brute des joueurs. Et on va parler de Rongier, les amis. Mais justement, ça nous fait la transition. Sur les joueurs, on parlait de Rongier, on va en parler évidemment. Mais outre Milik, qui, comme on vient de le démontrer, enfin en tout cas de dire pendant quelques minutes, n'est peut-être pas forcément adapté au système Sampaoli, est-ce que les gars, vous voyez d'autres joueurs qui, de toute façon, peu importe le système, peu importe les ambitions, sous Jorge Sampaoli, ne s'adapteront jamais ou ne feront jamais l'affaire? Moi, je sais. Mais le truc, c'est que, en fait, pour moi, c'est même pas une question de qualité, c'est pour ça que je posais la question. C'est que tu as une utilisation des profils qui est, je trouve, en fait, ce que je reproche à Sampaoli en une phrase, c'est que j'ai l'impression, je ne sais pas si vous avez vu cette interview de Guardiola qui parlait du futur du football, et que peut-être dans quelques années, on allait voir en fait des joueurs par paquet de 5 sur le terrain emmener la balle par des redoublements de passe jusque devant la cage. D'accord ? Et en fait, j'ai l'impression que Sampaoli, il amène ça à la caricature avec des joueurs qui ne sont eux pas capables de faire ça, et que tu as une surresponsabilisation d'un certain nombre de profils, donc notamment Rongier, notamment Guendouzi, qui eux sont incapables finalement d'être influents en zone offensive parce que simplement ils sont pas techniques de la même manière que ils le sont en tout cas de manière plus reculée sur le terrain. Je pense notamment à Guendouzi. Rongier, pour moi, c'est pas un joueur technique fondamentalement, et je pense qu'on l'a tous vu. C'est plus un joueur de besogne. Et je pense que ce gap qu'on a entre la créativité et le mouvement et finalement la réalité du terrain, il se trouve aussi parce que Sampaoli, il a une idée, il a un calque, en tout cas sur un certain nombre de matchs, et il met des joueurs qui ne sont pas adaptés pour le faire. Et je pense notamment, là, Rongier, Gerson, etc. Et on en parlait de Milik juste avant, je trouve que tu as recruté des joueurs qui ne sont pas exactement ceux dont tu as besoin pour mettre en place tes idées. Gerson, moi j'aime beaucoup, je trouve que c'est un excellent joueur de football, c'est un profil assez atypique. Tu vois qu'il a, on a tous mangé du football ici, tu vois que c'est un joueur qui a d'énormes qualités. Mais simplement, je ne sais pas si c'est le joueur qu'on met dans des conditions idéales pour performer à l'Olympique de Marseille, notamment en termes d'activité, notamment en termes de positionnement, parce que son poste au Brésil, je ne le retrouve pas dans cet Olympique de Marseille. Et ça, tu trouves ça pour Lirola, tu trouves ça pour Milik, tu trouves ça pour Guendouzi, tu trouves ça pour Rongier. Mais en fait, le truc, c'est que tu te retrouves avec des joueurs qui ne sont pas adaptés à ce que tu veux faire. Au final, tu recrutes Conrad, tu recrutes Harit, tu t'en recrutes d'autres, et tu te dis, mais pourquoi en fait ils sont là? C'est des joueurs qui font le taf à 70-75% et encore sur le rôle que leur assigne Sampaoli, mais jamais tu as l'impression de les utiliser, de les utiliser à plein pot, en fait, tout simplement. Et c'est ça que je trouve extrêmement frustrant. Mais est-ce qu'il existe même un système où
comment dire, un schéma qui pourrait mettre en valeur certains joueurs et qui pourrait les optimiser. Le C'est problème, la question. le problème, c'est que des joueurs qui sont devenus indispensables ne sont pas compatibles dans le même système. C'est que on l'a vu, tout le monde, enfin on l'a vu. Non, mais tout le monde le réclame. C'est le 4-4 de Losange parce que c'est celui qui met au mieux Payet dans l'axe, Milik avec un mec à côté de lui, que ce soit Bakambu ou Dieng. Gendouzi dans une position de relayeur où il est un peu moins responsabilisé offensivement. Rongier à droite où il est débarrassé du milieu de terrain, donc de tout besoin technique. Mais le problème, c'est que dans ce système-là, tu sacrifies Under. Après, il y a un système qui est le 4-2-3-1, mais du coup, ça laisse Milik seul devant. Et tu dois choisir entre Gendouzi et Gerson à côté de Camara en double pivot. Et du coup, Sampaoli veut pas. Après, tu as le 4-1-4-1, mais du coup, Ski de Payet ou Milik se sacrifie. Donc, tu vois, tu as des joueurs qui sont considérés indispensables, mais qui ne sont pas compatibles. Et en tout cas, dans des systèmes classiques. Par Milik, en tout cas. Non, mais tu Non, dis même sur toujours la lui. blague, mais c'est vrai en fait. Oui, c'est Non, vrai. c'est pas une blague, c'est pas une blague. Je trouve ça. C'est pas une blague. Je trouve Et ça incroyable. la saison aurait été 1000 fois plus simple sans Milik. Tu te mets des balles dans le pied et tu comprends. Enfin, si tu Et comprends après, pas, c'est mais- pour ça que. Vas-y. Alors moi, il y a plein de points sur lesquels Sampaoli me dégoûte, m'énerve, mais pour moi, ça, c'est un fardeau terrible. C'est un fardeau terrible de devoir, par le statut d'un joueur, essayer de trouver la solution pour intégrer ce joueur, alors que ce joueur est déjà de base inadapté à tes ambitions. Mais de toute façon, même tu regardes le Chili de Sampaoli, tu regardes le Séville de Sampaoli, il n'a jamais eu un attaquant comme ça. Il avait toujours des attaquants mobiles. Toujours. Ah oui. Et Parce que on n'arrive son toujours idée pas à de jeu. comprendre, C'est son comment idée de comment jeu. il a pas pu y insérer Ben Yedder d'ailleurs, mais bon. Oui, Ça, c'est un autre débat. Le truc, c'est qu'il arrive pour AVB en fait, Milik. Il Et- arrive dans ce 4-3-3 Mais il dégueulasse. arrive même pas pour AVB, il arrive pour l'OM tout court, que ce soit AVB ou quelqu'un d'autre, il C'est arrive. l'opportunité de marché. C'était une- mais Ouais, c'est- si tu fais, c'est- tu peux faire venir l'opportunité de Milik dans les marché. finances de l'OM, tu le Voilà. fais venir, point. Parce que on s'est dit, voilà, Milik, c'est 15-20 buts, on prend, voilà. Et Oui, maintenant, à l'époque, tu as Valère Germain, donc tu dis bon. Oui, mais c'est un fardeau terrible. C'est un fardeau terrible parce que il est tout le temps entre deux eaux. Parce que la qualité, de toute façon, quoi qu'il arrive, même si tu te passes de Milik et que tu arrives à. Pour moi, ce sera toujours la meilleure version de l'OM, ce sera toujours sans Milik avec justement ses mouvements, ses faux neufs, etc., etc. Il y aura toujours un moment. Parce que tu n'es pas le Barça de Pep, tu n'es pas le Bayern de Henkes. À un moment donné, tu seras toujours ramené à la réalité par la qualité de ton effectif. Et à un moment donné, tu vas rater un match, tu vas passer au travers. Et à chaque fois que ça arrivera, à chaque fois, on te dira pourquoi tu n'as pas fait jouer Milik, pourquoi tu n'as pas fait jouer le grand attaquant, etc., etc. Et ça va être un fardeau jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc il est obligé, ça va toujours se passer par phase. Dans le meilleur des cas, il va réussir à faire 2, 3, 4 matchs sans Milik avec une expression collective qui sera beaucoup plus cohérente. Mais oui, il n'y aura pas ce point de fixation devant qui plaît tant aux amoureux du football des années 2000. Mais quand ça ne marchera pas, il faudra revenir avec Milik. Et avec Milik, ce sera toujours la même sauce. Ce sera une équipe coupée en deux parce qu'il n'y aura pas ce lien entre le numéro 9 et les autres zones du terrain. Et une équipe qui devra certainement à chaque fois tomber dans la caricature des ballons dans la boîte pour Milik, etc., etc. Et ça, pour moi, c'est la raison principale pour laquelle cette équipe n'aura pas de continuité jusqu'à ce que, tant que Sampaoli et Milik seront là, il n'y aura aucune continuité dans cette équipe, parce que je ne pense pas qu'il y aura des choix radicaux qui seront faits. Après, pour en revenir à la qualité plus globale de cette équipe en termes de qualité, moi j'estime que les joueurs ne sont pas des mauvais joueurs. À l'échelle de la Ligue 1, pour moi, tu as un des meilleurs effectifs. Ça, c'est une certitude. Par contre, en termes de profil, hormis 2-3 joueurs différents, pour moi, tu n'as que des joueurs de complément. Alors, c'est des joueurs qui peuvent être de très bons joueurs de complément, mais pour moi, c'est des joueurs de complément. Et les joueurs de complément, qu'est-ce qui se passe ? C'est que c'est des joueurs, comme on le dit, ils sont là pour complémenter quelque chose. Compléter, c'est des non ? rouages d'une... Ouais, compléter. Ça va être des rouages d'une machine. Mais justement, la machine de l'Olympique de Marseille manque de boulons différentiels. C'est-à-dire que, tu vois, un joueur comme Gendouzi, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de Marseille cette saison. Il n'y a rien à dire. Mais là, on arrive dans un problème avec Gendouzi. C'est déjà qu'il commence à tirer la langue. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Gendouzi, on tire sur la corde avec lui et on lui demande de faire des choses qu'il n'est pas destiné à faire.
Voilà, Guendouzi, Le mec a toujours joué sentinelle dans sa carrière. Guendouzi ne vient pas pour être un espèce de numéro 10 qui doit avoir un impact dans le dernier tiers. Il a réussi à le faire. Pour moi, il a été même au-dessus des attentes dans ce domaine-là. Oh, le match contre Rennes au Vélodrome. Oh là là, c'était Modric ce soir-là. C'est pas son rôle. Et dis-toi que ça, c'est déjà la réflexion que tu te fais pour l'un de tes meilleurs joueurs et l'un des joueurs qui arrive à faire le mieux le dépassement de fonction. Alors quand tu arrives sur des joueurs moins bien dotés, comme les Rongier, comme les Gerson, tu arrives sur un 11. Tu trouves que Gerson est moins bien doté que Guendouzi? Je pense. Attends, c'est quoi la question, Merwan? J'ai pas entendu. Est-ce qu'il pensait que Gerson était moins bien doté que Guendouzi? Parce que moi, je pense tout le contraire. Moins bien noté ou moins bien doté? Moins bien doté avec un D. Ah, ok. Moi, je pense déjà, on peut trouver ça con, mais. Généralement, quand c'est toi qui commence une phrase, oui, mais vas-y, continue. Mais déjà, c'est simple. Gerson, c'est quoi? Gerson, c'est un joueur qui vient du Brésil. Le championnat brésilien, c'est quoi? La National 3. Mais même en National 3, il y a plus d'intensité. Même en National 3. Ah non, quand même pas. Non, vraiment pas. Franchement, N2, oui, je suis prêt à débattre, mais N3, non. N3, c'est vraiment. En tout cas, le gap, il sera pas énorme. Ouais, il sera pas énorme. Mais Gerson, moi je veux bien entendre. Il a des qualités. Peut-être même d'accord, oui, il a des qualités brutes. Oui, voilà. Ça se voit que c'est un mec qui a du ballon. C'est un mec, bien sûr. C'est pas. Oui, tu prends la différence entre Rongier et Gerson. Oui, tu t'en vois un qui est plus habile avec le ballon, qui est plus à l'aise, certes. Mais le fait est que Gerson. Alors déjà, il y a un problème d'utilisation, ça je suis d'accord. Mais qui aujourd'hui peut dire quelle est la meilleure utilisation de Gerson déjà d'une part et peut affirmer avec certitude que si on met Gerson dans cette utilisation-là, il va réussir à briller dans l'intensité de la Ligue 1. Moi déjà, sur les deux questions, j'ai aucune réponse et j'ai énormément de doutes. En faux neuf, alors, déjà en première partie, je trouve en tout cas que même avec ballon, et pour ça tu l'as concédé, il n'y a pas de souci, je trouve que Gerson, on l'avait faire des choses cette saison que je pense peut-être que Dimitri Payet qui est capable de les faire dans cet effectif techniquement. Mais il les a fait combien de fois? C'est ça le problème, justement. Parce que je te coupe rapidement. Mais tu vois, si c'est quelque chose qui fait une fois dans le match, moi je me rappelle quand Icardi il arrive au Paris Saint-Germain, on lui disait Icardi il est capable de jouer en pivot, Icardi il est capable de remiser, parce qu'il avait fait une fois dans un match ou 2 fois dans un match une remise. Ok, d'un coup il l'a fait. Non. Mais 8 ans à l'Inter, il a dû en faire 2 des déviations. Ça allait être la deuxième partie de ma réponse, c'est que justement, Gerson, il n'a jamais été aussi bon que quand tu l'installes en tant que faux numéro 9 et surtout dans le demi-espace gauche de l'Olympique de Marseille, où là tu vois qu'il a même atteint une régularité dans les performances dans ce système-là. Sauf que ce système-là, Sampaoli s'entête à changer, rechanger, déchanger, rechanger. Et systématiquement, le truc c'est que tu ne peux pas l'installer et que là la tendance visiblement c'est de le mettre un peu plus bas sur le terrain. Sauf que manifestement, je pense que tu lui demandes de couvrir 20-30 mètres carrés autour de lui. Sur cet espace gauche où tu te fais trouer depuis le début de saison, tu mets n'importe qui, on se fait trouer. Sur cet espace gauche-là, donc c'est un peu bâtard. Et encore, je trouve qu'il ne s'en sort pas non plus de manière dégueulasse, mais peu importe ça, à la limite, je suis prêt à concéder des choses là-dessus. Mais je trouve que quand tu mets dans ce milieu un peu plus haut sur le côté gauche, notamment dans ce rôle de faux numéro 9, je trouve qu'il est excellent, même dans la combativité. Et c'est là, en fait, que je reproche à Sampaoli, c'est qu'on l'a vu, en fait, sa meilleure version de Gerson, en tout cas, possible à l'OM, parce que je pense pas non plus que c'est son meilleur poste. Je pense que son meilleur poste, c'est celui qu'il avait à Flamengo, et qu'on ne peut pas retrouver dans cet OM, d'accord? Mais je reproche à Sampaoli notamment de ne pas utiliser Gerson dans les meilleures dispositions, et forcément on va lui tomber dessus, tu vois. Après, il y a aussi... Vas-y, pardon. Tu concéderas que c'est quand même problématique qu'un joueur qui a coûté 20-25 millions, qui arrive avec des qualités supposées de base énormes, on se rend compte que finalement, ce mec-là, il peut briller que dans le demi-espace gauche, en tant que faux neuf, avec un Payet derrière qui fait le boulot de la création. Enfin, ça fait beaucoup quand même pour l'étiquette du joueur qu'on a acheté. Juste 2 secondes. Oui, deux secondes, Merwan. Non, juste 2 secondes. Je vais apporter un truc qui va pas non plus complètement contredire Edu, mais ça me permet de caler une info. C'est qu'on est en train d'y travailler avec les équipes du Phocéen. Mais apparemment, le transfert de Gerson ne serait pas du tout autour de 25 millions. On se rapprocherait plus de 15 ou 18 millions. Ça change pas mon propos. Non, ça change pas son propos. Non, c'est ce que je disais, ça change pas ton propos. C'est juste pour caler l'information, parce qu'on l'a eu cette semaine et on est en train d'y travailler, donc ça me permet de la caler. Mais ça change pas ce que je dis. Je vais te prendre une analogie qui va paraître ubuesque, tu vois, au premier rapport, mais regarde. Si tu mets Arjen Robben sur le côté gauche,
Est-ce qu'il va être aussi bon que sur le côté droit? Parce que c'est des profils qui sont excellents dans. Et encore, je pense même pas que c'est le cas de Gerson, hein, qui sont excellents dans une niche sur un terrain de football. Ben, tu vas te dire, mais il est complètement nul. Alors que si tu les mets dans de bonnes dispositions, ça va être des joueurs de classe mondiale. Je ne dis pas que c'est le cas de Gerson. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que certes, il a eu le prix qu'il a coûté, d'accord, mais je pense que il peut coûter 25, 30, 45, etc. Si tu ne le mets pas dans les bonnes conditions et surtout dans des conditions qui peuvent être contre nature et surtout entouré de joueurs qui eux-mêmes sont utilisés à contre nature, bah forcément tu vas te dire que c'est quoi cette arnaque. Mais je pense que c'est très difficile aujourd'hui dans cet homme de faire des cas individuels, à l'exception de 2 ou 3 joueurs, tant collectivement c'est demandeur d'adaptation et que c'est des joueurs qui sont jeunes pour la plupart et dont tu n'as jamais vu ne serait-ce qu'une sorte de prime, comme on dit, une notion assez galvaudée, tu vois. Donc moi, c'est mon avis sur le garçon et j'attends de le voir en tout cas encore dans ce système où on l'utilise plus haut sur le terrain. Mais du coup, est-ce qu'il y a, selon vous, les gars, un système, un système idéal, un système référence dans lequel tous les joueurs, ou du moins la plus grande partie possible, seraient optimisés? On parlait de faux neuf, on parlait de ce système en losange, mais qui malheureusement sacrifie Under. Les gars, est-ce que vous avez une idée d'un système vraiment qui serait parfait? Du début de saison. Déjà, tu as dit Under, déjà, j'ai pensé à Under, pardon. Under, Leipzig. Vas-y, Edu. Non, mais moi, faut revenir au début de saison, hein, Payet en faux neuf, et puis voilà. Mais pour moi, ça va couler le reste coulera de source. Alors évidemment, tu ne seras jamais la meilleure équipe du monde parce que tu as des réalités il y a certaines réalités. Mais pour moi, c'est le seul moyen d'avoir une équipe cohérente avec les ambitions, cohérente avec ce que les profils que tu as peuvent offrir. Et puis c'est tout. Tant que tu chercheras à jouer avec un neuf, en plus qui est Milik ou quoi, non, il n'y a pas d'espoir ou d'optimisme à avoir. Je suis assez d'accord avec Edu pour le coup. Après, personnellement, je prendrais plutôt il est un peu différent, mais moi j'ai beaucoup aimé, pour moi le match de référence de l'OM cette saison, c'est celui contre Lens récemment. Évidemment, il y a toujours ces problèmes en termes d'occasion nette, mais je trouve qu'en termes de maîtrise, en termes de gestion du match et surtout en termes d'utilisation des profils, je trouve que tu as été entre guillemets optimum entre ce que tu peux avoir et ce que tu as produit, notamment parce que, je vous rappelle la compo, donc tu avais la défense qu'on connaît, tu avais Keita Saliba, Luan Pérez, ce milieu Camara Rongier. Ensuite, tu avais Gerson Guendouzi, Under, Luis Enrique à gauche et Payet en faux neuf. Peu importe qui on met à gauche, hein, je pense qu'il y a un problème à ce poste-là, en attendant l'éclosion de Conrad, on l'espère. Mais ça te permet du moins d'avoir à la création Payet, puis ensuite Gerson qui va le relayer, surtout Guendouzi d'un peu moins le responsabiliser aussi sur le terrain. Donc pour moi, c'est la clé. On a vu notamment Guendouzi, je trouve qu'il fait un de ses meilleurs matchs à l'OM à Lens. Et notamment, tu vois qu'il te sort des passes, qui casse les lignes. Et pour moi, sincèrement, j'ai trouvé ça surprenant parce que je ne pensais pas que c'est un joueur qui en était capable. Mais quand tu l'utilises moins haut, c'est là que je trouve en tout cas que tu trouves sa quintessence parce que déjà d'une, il est capable de voir, c'est quelque chose qu'il est beaucoup moins capable de faire dans les 30 derniers mètres. Tu vois qu'il te fait perdre souvent ce temps d'avance quand tu l'utilises trop sur le terrain. Et même techniquement, il n'est pas capable d'être aussi régulier que dans des zones un peu moins avancées. Donc, finalement, je pense que ce système face à Lens, et même, comme le dit très bien Karim dans le chat, même défensivement, avoir Guendouzi un peu plus bas sur le terrain, ça te permet aussi dans le contre-pressing d'être beaucoup plus équilibré et de ne pas finalement qu'avoir une première ligne agressive et derrière tu prends l'eau. Donc moi, sincèrement, je reprendrai le pattern qu'on a vu face à Lens et je le répéterai, mais c'est pas ce que semble vouloir faire Sampaoli. J'avais une petite question qui a été posée sur Twitter par l'ami Basile Bowie, qu'on salue. J'ai l'impression d'être Jacques-Henri Hérault quand je dis ça, mais... Un jour, on fera une émission OM et cinéma juste pour l'inviter. L'excellent Basile souvent Bowie. Très bon d'ailleurs, Basile Bowie. Souvent très bon, j'aime beaucoup. Très pertinent à chaque fois, ouais. Et il nous demandait, les gars, est-ce que l'OM de Sampa peut courir 2 lièvres à la fois? Au-delà de la fatigue de quelques joueurs clés, la prépa tactique nécessitée par son football liquide est-elle compatible avec le fait de jouer tous les 3 jours? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de ça? J'en peux plus d'entendre parler de football liquide déjà. Oui, bon, ça va, on va pas relever ce terme-là, mais est-ce que vous pensez que cet OM-là, avec la tactique et les ambitions entre guillemets de Sampaoli, jouer tous les 3 jours, c'est possible? Non, pour moi, c'est pas possible. Merci. Merci. Je suis d'accord, mais je trouve qu'on l'a invoqué beaucoup trop tôt dans la saison.
cet argument, et que déjà contre le Lokomotiv Moscou, on parlait du manque de régularité de cet effectif, et justement dû à une répétition des matchs, alors que tu venais de jouer un ou deux matchs en Europe, et finalement tu voyais que on parlait d'usure. Enfin, moi je pense aussi que le football de Sampaoli, c'est pas celui de Bielsa, et je trouve que même l'OM en début de saison, le contre-pressing n'était pas incroyable, qu'en termes quantitatifs, tu t'étais quand même renforcé. Je pense qu'avant d'utiliser cet argument-là, sincèrement, je pense qu'il aurait fallu un petit peu plus tirer sur la corde. Et moi, ce qui me dérange, c'était justement ce manque de régularité sur tous les plans qu'on a vu beaucoup trop tôt dans la saison. Même si voilà, on peut discuter, est-ce que tous les 3 jours c'est possible, etc. Je pense que pour toutes les équipes c'est compliqué. Mais pour l'OM, c'était un peu tôt dans la saison, je trouve, pour évoquer ça. Il y a aussi une donnée qu'il faut prendre en compte, et Idriss, tu en parles souvent et je vais te lancer là-dessus, c'est sa gestion des hommes. Alors on a parlé beaucoup de jeux, de tactique, mais qu'est-ce qu'on peut dire de sa gestion des hommes, les gars, quand on voit que un Balerdi qui était quasiment incontournable en début de saison ne joue plus du tout, Alvaro qui avait enchaîné 2-3 matchs à l'automne et qui a disparu de l'effectif, bon ça c'est pas, limite c'est un peu moins grave, Amin Harit qui joue très peu, Lucien Enrique qui joue très peu, c'est même pas tant qu'ils jouent très peu, les mecs, c'est surtout qu'ils jouent et après on les revoit plus, puis on les renvoie. C'est une gestion qui est très particulière, et c'est une gestion qui a agacé notamment Amin Harit, parce que y a une donnée dont on ne parle quasiment jamais, parce que bon, il faut dire ce qui est aussi, il répond pas toujours présent sur la pelouse, mais Amin Harit, il est que prêté cette année. Et lui, il avait envie de prouver, il avait envie de jouer, d'enchaîner pour essayer de gagner sa place et se faire repérer si tant est que l'OM ne le veuille pas, pour essayer de gagner un contrat ailleurs, parce qu'il n'a pas envie de retourner à Schalke. Et le problème, c'est qu'Amin Harit, il fait des mauvaises entrées, pas souvent des bons matchs. On l'envoie 10 minutes contre Metz, et puis on lui remet la faute du match nul contre lui parce qu'il a perdu 2 ballons. Donc là, il y a une petite altercation, gentillette, dans ce qu'on peut appeler altercation avec Sampaoli. Et que derrière, on lui redonne plus sa chance, puis on le renvoie titulaire contre Nantes. Je trouve qu'il fait un très bon match. Et puis on le revoit plus. Donc en fait, on est obligé de s'interroger sur... Oui, dis-moi. Non, il y a un commentaire. Je vais te lancer dessus après, t'inquiète Vas-y. pas. Bon, attends. Parce qu'on a parlé de Balerdi, ça a réveillé Merwan. Non, pas du tout. Là, putain, en plus, je faisais référence à un autre commentaire. Merde. J'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention. Bon, bref. Et surtout, en fait, le truc, c'est qu'au début de saison, les joueurs se rangeaient derrière le coach parce qu'ils disaient, il a ses raisons, on comprendra, naïnana. T'as tout de suite mis la photo Balerdi dans le live, hein, franchement. Non, mais du coup, en fait, les joueurs, pour en avoir parlé avec certains d'entre eux, certains d'entre eux ne comprenaient pas, mais ils se disaient on va voir selon ce qui se passe dans la saison, on verra. Sauf que des arguments qui sont avancés pour punir certains joueurs ne sont pas mis en avant alors que certaines fois les performances se suivent. Pour d'autres joueurs, parce que par rapport à des statuts, des questions de salaire ou des questions tout simplement de préférence avec le coach, vis-à-vis du coach. Et du coup, ça réveille un sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice, quand il se réveille aussitôt dans la saison, parce qu'on est déjà, mais on est qu'en février, il reste quand même une grosse vingtaine de matchs à jouer, ça peut vriller. Et croyez-moi, même si on n'est pas encore à l'implosion, est-ce que vous voulez, la déclat de Payet en après-match, elle n'est pas anodine. Déjà parce que c'est pas la première fois que les joueurs parlent d'humilité, c'est pas la première fois que les joueurs doivent se dire les choses, mais elle est aussi arrivée après le match d'un autre joueur, c'est Pau Lopez. Et c'est vrai, Pau Lopez a parlé d'humilité aussi, ouais. De mentalité. Et surtout de mentalité plus que d'humilité. Ouais. Et ça, c'est un problème où les joueurs, au-delà de la gestion de Sampaoli, se rejettent la faute les uns sur les autres. Et ça, c'est jamais bon dans un vestiaire. On a Amine dans le chat. Alors je pensais que c'était ça qui te faisait réagir, Merwan, mais bon, non, il nous dit. Et Amine, il nous dit, et ça rejoint un petit peu le sujet, il nous dit qu'il faut parler de la situation de Balerdi, tellement catastrophique de la part de Sampaoli de l'avoir mis sur le banc. Alors, Merwan, on va pas, tu pourras répondre, mais je voudrais entendre Edou sur le sujet Balerdi. Je coupe mon micro, ça va durer 10 minutes. non, parce que je suis d'accord. La gestion de Balerdi est mauvaise par Sampaoli. Mais Edou, est-ce que tu penses que c'est une erreur de Sampaoli de s'être privé autant de fois de Balerdi, qui en plus faisait un début de saison plutôt bon? Alors, juste avant qu'Edou démarre, on a appris cette semaine que Balerdi est gêné depuis longtemps. Oui. Pour une blessure au genou. Mais qualité intrinsèque insuffisante. Mais attention, j'en avais parlé dans Passe ton ballon quand on parlait du Mercato et d'Alvaro. Il y avait aussi des fois où Balerdi semblait être à 100% ou au moins en meilleure forme que ce qu'il a parfois été, et que Sampaoli faisait le choix de mettre Alvaro parce qu'il n'était pas satisfait des performances de Balerdi. Voilà, je retourne dans mon trou. Et toi, tu peux prendre le relais, vas-y. Pour moi, c'est...
sans trop exagérer, je pense qu'il a fait beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de choix d'hommes incompréhensibles ou un peu catastrophiques. Mais je trouve honnêtement que celui de Balerdi, c'est peut-être le plus grave. Alors effectivement, Balerdi, c'est un jeune défenseur. C'est un défenseur qui fait beaucoup d'erreurs, c'est sûr. Rien à dire là-dessus. En revanche, je reviens toujours à ça, parce que pour moi, c'est la base de tout. Mais tu as une ambition à l'Olympique de Marseille qui est de jouer haut, de faire des différences au niveau de la construction, au niveau de tes circuits. Et tu prends la décision de te priver tout simplement du défenseur le mieux adapté dans tous ses aspects. Pour un joueur qui en a absolument pas les caractéristiques selon moi. Tchaïta Tsar, c'est un bon défenseur, c'est potentiellement un très bon défenseur, mais c'est un défenseur, on a réussi à le connaître un peu, c'est un défenseur qui brille beaucoup plus facilement dans des défenses qui sont basses, c'est un défenseur qui a beaucoup plus de facilité sur le jeu long que sur le jeu court, et quand tu fais la comparaison avec Balerdi, pour moi, ça n'a absolument pas de sens. Parce que oui, Balerdi, il fait des erreurs. Oui, moi, je comprends qu'il y a des personnes qui puissent être énervées par ce qu'il dégage sur le terrain, parce que des fois, il dégage beaucoup d'immaturité. Mais il y a une chose qui est évidente chez Balerdi, c'est qu'au niveau de l'utilisation du ballon, c'est de très très loin le meilleur défenseur de l'Olympique de Marseille. Et même sur le plan défensif, pour moi, c'est le défenseur qui est le plus habilité à pouvoir défendre à 40, 50, 60 mètres de ses cages. Alors effectivement, quand il passe à travers sur des anticipations, ça peut faire mal. Effectivement, quand il prend des risques trop importants à la relance, ça peut faire mal. Mais à un moment, il faut se regarder en face et se dire comment je veux que mon équipe elle joue. Mais ça, en fait, c'est la réflexion pour tous les débats qu'on a eus, que ce soit Milik, que ce soit Rongier, que ce soit Gerson, que ce soit Balerdi. Le fondement de notre discussion, c'est comment l'Olympique de Marseille veut jouer et est-ce que l'Olympique de Marseille met les ingrédients pour jouer de la façon dont ils veulent jouer. Et pour moi, la réponse, elle est non à chaque fois, que ce soit Milik, que ce soit aujourd'hui Tchaïta Tsar et Balerdi. Pour moi, il y a une incohérence terrible entre les choix de joueurs et l'ambition collective. Et c'est pour ça que, en plus, pour moi, Balerdi, c'est une erreur qui est pour moi terrible, parce que Sampaoli, partout où il est passé, on va dire que la base de son jeu, mais ça c'est la base du jeu de tous les entraîneurs qui veulent avoir le ballon et qui veulent dominer l'adversaire, la base, ça restera toujours la relance. Les différences que tu peux créer dès la relance. Et on voit très bien que depuis que Balerdi est sorti du 11, il n'y a plus aucune différence qui est faite à la relance. Et les seules différences que l'Olympique de Marseille a réussi à faire à la relance, c'est les différences qu'ils arrivent à faire entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est même pas des vraies différences, c'est des différences qui sont créées par une accumulation de joueurs de l'Olympique de Marseille dans les 30-35 mètres pour créer une supériorité numérique qui va te permettre de sortir les ballons. Mais bon, quand tu crées de la supériorité numérique au niveau de la relance, c'est mathématique, tu finis toujours par avoir une infériorité devant. Donc, ce n'est même pas des vraies différences. Donc, pour moi, tu te prives d'un joueur qui est le plus habilité à pouvoir défendre dans la profondeur, de défendre le dos, et en plus du joueur qui est capable de faire le plus de différence à la relance. Donc, pour moi, tu es perdant sur tous les plans. Merwan, essaye de faire court, s'il te plaît. Non, parce que je dis ça juste parce que déjà il est 44 et on va essayer de libérer tout le monde pour Ligue des Champions. Et on est à 1h14 et je veux juste que je veux pas saouler les gens qui nous écoutent en podcast. Le petit disclaimer, c'est gentil, mais je comptais pas faire long. Simplement, moi je comprends complètement ce que fait Edu et pour le coup c'est cohérent parce qu'effectivement tu as besoin d'un défenseur de ce profil-là. Et sincèrement, dans la logique de progression de Balerdi, je trouve sincèrement lunaire la manière dont il a été géré cette saison. Pour le coup, je trouve vraiment que c'est un défenseur qui est extrêmement limité sans ballon. Et puis même avec ballon, je trouve qu'on lui donne des qualités qui ne sont pas forcément les siennes, ou du moins qui ne sont pas forcément régulières. Parce que je trouve qu'il est même irrégulier avec ballon dans la réalisation de ses gestes et la réalisation de ses transmissions. Mais peu importe, je trouve qu'il réalisait un début de saison suffisamment intéressant pour que tu puisses lui donner un peu plus de crédit que ça. Et je trouve que son cas, il va avec beaucoup d'autres joueurs dont on ne comprend pas vraiment l'utilisation, ou du moins qui ont fait les frais d'un peu de ce caca culotte, mais qui ne s'explique pas uniquement par du caca culotte, mais aussi par des profils un peu discordants.
C'est aussi Conrad de la Fuente à gauche qui commence très très bien la saison et qui après est benché assez rapidement. Et finalement, moi je trouve que Sampaoli, il a essayé de trouver le moindre mal de partout, parce que mine de rien, Balerdi, son gros défaut, et ça sincèrement, je l'ai vu au stade, je l'ai vu à la télé, j'en ai parlé avec des gens qui travaillent au club, des analyses vidéo, qui ne travaillent pas au club, c'est qu'il est complètement nul dans la lecture périphérique et qu'il regarde uniquement le porteur du ballon quand il défend, ce qui fait que dans la gestion de la profondeur, quand il y a un mec qui fait un appel dans son dos, il se fait littéralement tourner. Je vous renvoie au match contre Lens au Vélodrome, où il se fait manger par Sotoka et Wesley Saïd en permanence. Et Dieu sait que Sotoka, c'est un joueur qui est somme toute assez limité balle au pied. Et c'est il ça vient de la très grande nationale de C, monsieur Sotoka. Passé par le FC Martigues. Et c'est ça le problème en fait avec Balerdi. C'est qu'il t'offre des possibilités avec ballon. Moi, dans les intentions, moi, j'ai rien à lui dire. Souvent, il essaie de jouer vers l'avant, il essaie de se passer. Et il essaye un petit peu, notamment au début de saison, tu avais Luan Pérez et Saliba qui restaient un petit peu plus bas. Et lui qui se positionnait un petit peu plus haut pour casser le pressing adverse et offrir une solution que les deux autres n'offraient pas. Mais dans la réalisation, dans la couverture défensive, parce que quand tu joues aussi haut, et je regardais encore des interviews de Guardiola parce que je devais passer d'ailleurs le bonjour à lui à Alba Zabalaza, je ne sais plus comment on dit ça sur Twitter. Dis Alba, c'est bon, il se reconnaîtra, frérot. Alba, c'est que finalement quand tu joues aussi haut, tu t'exposes à des contre-attaques et malheureusement Balerdi ne t'offre pas les garanties défensives nécessaires. Et Tcheta Tsar non plus. Je suis d'accord, mais pour le coup Tcheta Tsar il t'offre une régularité que ne te donne pas que Balerdi. Ouais. Et c'est ça le problème. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que Tcheta Tsar est un défenseur inadapté pour ce que veut faire Sampaoli. Mais le truc, c'est que Tcheta Tsar, à l'échelle d'une saison, il te coûtera beaucoup moins de points que Balerdi. Et c'est ça le problème. Mais, encore une fois, pour moi, tout ça, ça n'efface pas le fait que tu pouvais lui donner un peu plus de crédit à Balerdi et que si vraiment tu crois en ce joueur, et Sampaoli l'a dit à plusieurs reprises, et Longoria l'a dit aussi, c'est que tu dois lui donner plus de temps de jeu si c'est un joueur important pour toi à l'avenir. Et ça, je trouve ça lunaire. Mais c'est pas le seul dans l'effectif. Comme le dit bien Amine, l'époque où Balerdi faisait 2 sombreros à chaque match, c'est les émotions. C'est vrai que c'est... mais bon, il est là pour défendre aussi. Il a donné 10 buts depuis qu'il est arrivé. Donc, bon. Je savais que ça allait te relancer sur le sujet. Les gars, pour conclure, on va revenir à Sampaoli pour conclure sur un dernier sujet rapidement. Et je vais poser la question à toi, Edou. Est-ce que tu le crois capable de... Allez, je vais pas dire de se renouveler parce qu'il a 60 ans passé et on ne le changera pas. Mais est-ce que tu le crois capable de réinstaurer peut-être une dynamique de jeu, quelque chose d'un peu plus semblable à ce qu'on a vu au début de saison? Non, je pense pas. Ça fait 2 fois que tu fais ça, Edou. Fais un effort. Mais parce que comme je l'ai dit, désolé d'en faire une casse sur ça, mais il y a des fardeaux qui va devoir traîner jusqu'au bout de la saison, et tant qu'il devra aller traîner, il n'y aura pas de continuité, il n'y aura pas de cohérence. Donc raison, pour moi, c'est même pas une question de Sampaoli ou pas Sampaoli, c'est une question de problématique d'effectifs, de problématiques de contexte, qui sont indépendantes de sa propre volonté ou de ses propres choix à lui. Après, il y a un point pour moi qui, je pense, est peut-être important, c'est qu'il n'a pas de vrais adjoints à Marseille. Et c'est quelqu'un qui s'appuie énormément sur ses adjoints. C'est ce que je dis. Il avait eu Lilo à Séville, il avait eu BKCC au Chili, qui est devenu un très bon entraîneur derrière. Il avait des vrais relais, il avait des vrais supports. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup à l'OM et qui ne doit pas l'aider à pouvoir activer une réflexion peut-être plus dynamique sur sa façon de gérer l'Olympique de Marseille. Ça, c'est qu'une théorie, hein, mais je pense que c'est peut-être quelque chose qui lui manque aussi. Il est en fin de contrat. Je peux juste lui poser une dernière question Vas-y, Est-ce que Edou, tu penses que si Sampaoli se déleste un peu de ces fardeaux-là, est-ce que tu penses que les jours seront meilleurs à l'Olympique de Marseille et qu'on verra une autre phase de Sampaoli? Oui, ouais. Alors je te dis pas que ce sera du champagne à 100%, mais déjà, moi je suis convaincu. Hein.
Ça me fait rire parce que ça fait 50 fois que je le dis. On va croire que. Non, mais. Voilà. Mais C'est ta vérité, vas-y. pour moi, t'enlèves Milik. Alors, je te dis pas que. Non, mais je te dis pas que l'OM sera champion d'Europe, mais je te dis qu'il y aura une continuité, qu'il y aura une cohérence et que tu pourras avoir un développement d'équipe beaucoup plus simple. Parce que si t'as pas Milik, t'as tout un lot de questions de ballottage qui s'envolent. Ta gestion d'équipe, elle devient beaucoup plus naturelle. Alors, tu auras toujours des ballottages, notamment, comme on en a parlé, la question d'un ailier gauche, notamment, parce que tu n'as pas un choix qui se dégage véritablement. Mais après, même si on a critiqué, moi le premier, la qualité de l'effectif, à partir du moment où tu n'as plus cette étincelle Milik, en fait, qui met le feu à plein de questions, et ben, tout découle beaucoup plus naturellement. Tu sais qu'au milieu, tu vas avoir Guendouzi, Rongier dans son rôle hybride qui l'empêche de toucher le ballon, et ça, c'est génial, avec Camara. Tu sais que tu vas retrouver Under à droite tranquillement. Tu sais que Payet, il va avoir sa liberté en tant que faux neuf, parce que même quand il joue numéro 10, c'est une zone qui est beaucoup plus compliquée pour lui, parce que c'est une zone où il y a beaucoup plus d'intensité, où il y a un marquage beaucoup plus proche. Et du coup, à 35 ans, il vaut mieux avoir plus d'espace et plus de temps. Et tu sais qu'à gauche, tu vas pouvoir opter soit pour un profil comme Bamba Dieng, pour avoir quelqu'un qui va attaquer la surface sans ballon, qui peut avoir la présence que n'a pas un faux neuf comme Payet, soit un profil de débordement, de beaucoup plus percuteur avec ballon, comme peut l'être Conrad. Mais toutes ces questions, tous ces ballottages, tu peux même pas y penser, parce que tu es encore à un stade où tu ne sais pas quel système tu vas mettre, tu ne sais pas quel va être... on dit souvent qu'au final, le 9, c'est juste l'élément finisseur, que c'est juste le dernier maillon de la chaîne. Mais oui, c'est possible, mais ça peut aussi être ce maillon-là qui va conditionner la chaîne en amont. Et c'est exactement ce qui se passe à l'Olympique de Marseille. C'est qu'il est à chaque fois obligé de devoir réfléchir, de devoir s'adapter au numéro 9 qui va mettre devant. Et même pas pour des questions de concurrence, même pas pour des questions philosophiques, même pas pour des questions de résultats, mais parce qu'il y a des questions de statut, parce qu'il y a des questions de pression qui sont terribles à gérer et qui t'amènent à cette irrégularité déjà, une irrégularité chronique au niveau des choix, au niveau des décisions qu'il prend. Donc pour moi, il n'y a pas de... À moins qu'il y ait une grosse blessure ou quoi, tu seras toujours condamné, tu auras toujours ce fardeau-là. Donc, Est-ce que tu viens pas de souhaiter une blessure à Milik là? Non, jamais. Ah, c'est un des meilleurs numéro 9 d'Europe, ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir regarder. Ah, l'enflure. on a eu Lisha qui conclut parfaitement ce sujet. Dans le chat, il nous dit les montages avec Milik en Timberland doivent ressortir, c'est notre mission. Ces montages me foudroient, ils sont exceptionnels. Est-ce que juste pour conclure l'émission, on peut parler j'allais te parler de Sampaoli qui est en fin de contrat dans un an. Je voulais te lancer toi là-dessus parce que tu avais prédit son départ à l'hiver. Là. Moi, j'avais dit qu'il finirait pas la saison, il me reste 2 mois. Oui. Moi, il me reste 2 mois. Il me reste 2 mois pour que Sampaoli et Milik se prennent un coup de tête à l'entraînement et qu'on se sépare d'un des deux, avec Inch'Allah que ça soit lui. Mais écoute, je pense que... Tu préfères garder Milik que Sampaoli? Ouais, je sais pas, c'est juste que je sais pas. Aujourd'hui, oui. Mais je sais le problème que l'OM a avec ses coachs. Et le problème, c'est que Sampaoli, j'aimerais tellement pas qu'il fasse une saison de plus. Je sais qu'il lui reste un an de contrat, mais je la sens tellement pas la prochaine. Il y a de la place que pour un chauve à Marseille, c'est ça? C'est ça. Et je l'ai déjà dit, Sampaoli ressemble beaucoup trop à mon père, donc si je peux éviter de réveiller des problèmes pendant que je regarde les matchs, ça m'arrangerait. Mais non, en fait, non, juste pour parler sérieusement de 2 secondes. Oui, moi, en soi, en vrai de vrai, je regarderai cette saison-là avec beaucoup plus de plaisir que les précédentes, mais plus tard. Là, je la vis pas très bien cette saison-là, parce que je la vis avec des regrets malgré tout. Maintenant, je suis incapable de vous dire quoi que ce soit sur son avenir, parce qu'il a signé pour 2 ans et demi, donc il lui reste 1 an complet à faire la saison prochaine. Je pense que lui a fortement envie de les faire parce qu'il aime la moulaga, mais que si j'étais Pablo Longoria et l'OM, je ferais très attention à son dossier cet été. On a une idée de son salaire ou... Oui, il est autour des 200, 220, je crois. Faudrait que je vérifie. Je vous ramènerai l'information bientôt, mais je crois qu'on est autour de ça. Je crois qu'on est autour de 200, 220, ouais. Ce qui est à peu près le salaire de Saliba sur la grille des joueurs. Et de après, c'est les salaires classiques à l'OM. Oui. Rudy Garcia touchait beaucoup plus que ça. Ouais, Villas-Boas et Sampaoli étaient dans ces eaux-là.
Et Mitchell aussi. Mais qu'est-ce que j'allais dire d'autre parce qu'en fait, le truc, c'est que s'il finit deuxième, t'es obligé de lui donner Enfin, obligé. Moi, c'est le truc qui me saoule de dire qu'on est obligé, mais bon. De lui donner sa réussite, donc, et de faire suivre son équipe en Ligue des Champions, mais ça va être un désastre. Là, ça va être un désastre comme ça l'a été avec beaucoup d'entraîneurs qui. Avec Elibo, Villas-Boas. Voilà. C'est une malédiction l'OM de la deuxième saison. Albert Raymond. Ouais, c'est vrai. Mais. Seul Deschamps a réussi. Donc, j'ai envie de te dire. Ouais, au final, c'est pas lui qui les ramène en Ligue des Champions, Deschamps. Lui, il poursuit le travail qui a été fait par Guéretz avant. Mais bon, bref. J'ai envie de dire, le seul truc, c'est que je me dis que Marcelino est bientôt libre. Donc peut-être que l'amour un peu ambigu que Longoria et Marcelino se portent pourrait emmener Longoria à se séparer de Sampaoli. Pour amener Les supporters de l'OM vont pouvoir se régaler avec Marcelino. Ouais, en plus, c'est pas non plus la folie, mais je me dis que c'est autre chose et que ça se tente autre chose. Il a en fin de contrat en fin de saison, là. Vous pourrez avoir un 4-4-2 avec des centres sur Milik, ça va être bien. Non, mais en fait, je me dis juste que quitte à ce qu'on perde Sampa, j'ai pas envie d'aller dans l'inconnu. Et avec Marcelino, je sais au moins ce que je vais avoir. Mais bon, après, c'est pas non plus ce que je désire. En vrai, je sais pas vraiment ce que je désire. La Ligue 1 est tellement imprédictible. Tu savais ce que tu allais avoir aussi. Hein? Comme quand tu allais à la cantine, tu savais ce que tu allais avoir aussi. C'est rassurant. Des fois, c'était très bon. C'est écrit. La salade de coleslaw. Mais bon, bref. Juste avant qu'on finisse l'émission, est-ce qu'on peut avoir 2 secondes de discussion qu'on a eu hors antenne? Edou, qu'est-ce que tu penses d'une possible arrivée d'Arturo Vidal? Comme ça, on conclut et on laisse tout le monde aller regarder les champions. Moi, j'ai dit que dans tous les cas, tu es gagnant. Première option, ça se passe bien. Ce qui est possible. Hein. Ce qui est possible pour 2 raisons. La première raison, c'est que tu as un manque de qualité au milieu de terrain. Donc, le risque n'est pas indécent. Et deuxième raison, pour moi, justement, un peu ce qu'on demande à Guendouzi de faire, alors qu'il n'est pas censé le faire. Mais il y a une utilisation de Vidal qui est pour moi encore pertinente, même en 2022. C'est sa projection sans ballon dans la surface, qui manque pour moi à l'OM quand on regarde les milieux de terrain. Donc ça, c'est sur le plan footballistique. Et après, dans le cas, évidemment, où ça ne marche pas, tu sais que tu as quand même bien rigolé, et ça, c'est quand même pas mal. Ça a été dans les discussions, en tout cas. Hein, Mais oui, en plus, il faut que ça arrive. En vrai, il faut que ça arrive. Enfin, ce serait tellement drôle. Non, je t'arrête tout. Stop. Non. Ah putain, en plus j'avais éteint mon micro, donc je vais répéter ce que je vais dire pour que les gens entendent. C'est que j'étais en train de dire que je regardais ce qui se passe à la Roma avec beaucoup de faim, parce que dans un univers parallèle, Mourinho pose ses fesses sur le banc de l'OM. Non. Oh, mon rêve. Mais écoute, là on fait même plus une seule émission où on parle de jeu. Là, on va décrypter chaque conférence de presse, une par une, phrase par phrase, mot par mot, et ça va être le kiff. Tu vois, moi, je serais plus team Amine, là, dans le chat, qui nous dit les photos Ronald Koeman X Vélodrome en noir et blanc. Ah, le Koeman Ball. Le Koeman Ball. Le Koeman Ball, salut Elton. C'est bon, moi, je te regarde à Everton, j'ai assez donné, c'est bon. En vrai, on va rigoler. Non, En fait, non, ce club est inarrêtable. Ce club est Ce qui est bien avec inarrêtable. Mourinho, c'est qu'il se fait licencier partout, mais il y a toujours des supporters qui ont le fantasme T'as de vu le ça? voir dans T'as leur... vu? Jusqu'à ce qu'il arrive et qu'au bout de 3 semaines, ils se rendent compte que c'est un coche. Moi, c'est uniquement pour le drama que je le Ah vois. ouais, Franchement, moi, c'est la combinaison Marseille. En plus, il y a des chances que je fasse certaines conférences de presse l'année prochaine. Donc écoutez-moi, si je peux être dans la même pièce que Mourinho, il va se passer un truc. Mais t'as Favre qui est libre. Imaginez, Ah, mais Favre, jamais de la vie. Écoute-moi, il a refusé l'OM 2 fois. Favre, l'entourage, Favre, l'atmosphère OM, tout ça, il veut pas en entendre parler. Le crossover de fou, là, je viens de penser Karim Attab, Mourinho en conférence de presse. Exceptionnel. C'est pas avec Karim Attab que l'intérêt. Exceptionnel. Ah non, mais Karim Attab, tu sais, c'est toujours celui qui lance les conférences de presse, qui pose les premières questions. Après une défaite, Karim Attab. Bon, alors, on peut avoir l'état du groupe, José. Nique ta race. Nique ta race. Je pense que Mathieu Grégoire, il peut finir en slip dans un buisson. Ouais, bah, toute la rédac de la Provence aussi. Tu peux y aller. Les gars, on va conclure sur ça. Merci Edou d'être passé de nous voir encore de ton temps. Une dernière question, Edou, ta chaîne YouTube, elle va repartir un jour ou... Ouais, un jour. Parce qu'en plus, tes dernières vidéos, c'était sur Sampaoli. Bah, regarde, je les ai mis sur le Twitch. Là, les 3 dernières, c'était il y a 1 an. Les 3, c'était sur le web. La chaîne YouTube la plus active de France. Exactement.
Ah, c'était une belle époque, c'était bien. Ouais, les émotions, comme on a dit plusieurs fois dans le chat. Ben, merci en tout cas. Juste, Edu. les amis, si vous avez aimé ce que vous avez entendu d'Edu, je vous invite à aller voir ce qui se passe. Bon, ils ont beaucoup plus d'audience que nous, mais au moins, si jamais vous connaissez pas, ben, ça fera toujours ça de gagner. Ce qui se passe sur Copa Arena, parce qu'en plus d'Edu, il y a une excellente équipe avec beaucoup de copains. Il y a Maxime, il y a Elton, il y a Yanis, il y a Adrien Mathieu aussi, Scipion qui était passé sur Passe ton ballon cette saison. Bref, il n'y a que des amis là-bas. Toute la team Copa Arena, il y a du contenu de qualité, il y a tout simplement Ligue 1, il y a les sagas 90, 2000, les euros, tout ça. Bref, allez vous abonner pour Copa Arena, ça coûte 3,90 €. Ça coûte 3,90 € par mois, ça coûte que dalle, donc allez-y, il y a des podcasts de qualité. D'ailleurs, Edu, tu as interviewé un idole à toi, je crois, Nicolas Maurice-Bellé. Demain, c'est exceptionnel. Nicolas Maurice-Bellé. Et il a été très très drôle. C'était un mystère, ce joueur. C'était fou. Bref. Une grande injustice du foot. Bah, tu vois, tu aurais eu Nicolas Maurice-Bellé cette saison à l'Olympique de Marseille avec Under à droite. allez, on ferme. Allez, on ferme. Ça peut être 2 buts par saison pour pas choquer le monde du football. Maurice-Bellé, Payet, Under, ce serait exceptionnel. Incroyable. Je crois que là, même Billy qui met des buts. Hein. Et tu voulais pas de Radonjic, mais t'as pas honte. Bon, allez. Allez, merci Edu, merci les gars, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour le Flop 30, le début du Flop 30, ça va être drôle aussi, et on remercie tous ceux qui étaient dans le chat, et puis si vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à nous envoyer vos petites réactions sur Twitter en nous mentionnant, ça fait toujours plaisir, on prend du plaisir à vous lire aussi. Et bonne semaine à tous et à la semaine prochaine, salut.